Bonjour à tous et bienvenue dans cette première conférence ESG organisée par CFA Society France. Nous allons parler des multiples impacts des activités humaines sur la planète et comment les professionnels de la finance peuvent se préparer et peuvent faire face à ces enjeux. Au programme cet après-midi, une première partie jusqu'à 17h. Quel est le problème exactement ? Nous allons parler eau, climat, biodiversité, avec 3 experts scientifiques. Vers 17h, il y aura une pause bien méritée pour permettre aussi de réseauter au cours de cet après-midi. 17h30 précise, on reprend l'après-midi avec une deuxième problématique. Comment faire face à cette situation ? Qu'est-ce qui va changer concrètement dans les métiers de la finance ? Et puis pour conclure, une analyse anthropologique de la consommation et de l'évolution des modes de vie avant un cocktail bien mérité à 19h. Voilà le programme de cet après-midi. Je vais donner tout de suite la parole à Lenny Kessler du comité ESG de CFA Society France. On peut l'applaudir pour le mot d'introduction. Merci Baptiste, merci tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Alors je dois dire bonjour. Je dois vous accueillir. C'est surtout tous les intervenants qu'on a après, qu'on a vraiment la chance d'être là. Je les remercierai plusieurs fois encore. C'est pour eux qu'il faudra garder vos applaudissements. Moi, je ne fais que organiser un petit peu le comité ESG. Je vais peut-être vous dire un mot sur le CFA. Je pense que beaucoup d'entre vous, puisque dans la finance en général, on connaît le CFA, c'est 190 000 membres dans le monde, pour moitié des analystes financiers ou des gérants, et pour moitié d'autres gens dans la finance. En France, le CFA Society France, donc, qui est l'antenne française, il y a beaucoup de Larsen, c'est à peu près 1500 membres et 3500 candidats. Donc on a beaucoup de gens qui veulent devenir CFA. On a aussi maintenant les certificats ESG donc, qui nous amènent un public un peu différent, mais plus nombreux encore. Donc au sein du comité, on est une dizaine de comités à peu près dans l'association, par verticale. On s'occupe les uns de la tech, les autres de l'assurance, etc. Nous, on s'occupe de l'ESG. J'ai l'habitude de dire qu'on est le comité qui ne devrait pas exister, c'est-à-dire qu'on devrait être infusé partout et ne plus exister. Mais bon, pour l'instant, on a encore un peu de bonnes paroles à prêcher, donc on est encore là. Il y a 2 ans à peu près, enfin, au sortir du Covid, où on n'en pouvait plus d'organiser des webinars éducatifs, on a voulu recommencer à se voir et à organiser des événements, donc, tantôt sociaux pour boire des coups, tantôt éducatifs, tantôt un peu les deux. On fait des cocktails et des déjeuners sur des sujets pointus à chaque fois avec des intervenants. On s'est dit qu'on voudrait organiser quelque chose d'un petit peu qui nous permette tous de prendre de la hauteur, de ne pas tomber directement dans une niche de nos sujets. On a une dizaine de volontaires au comité donc, qui organisent des choses un peu en permanence. On a eu récemment un déjeuner autour des sujets de comment motiver l'emploi à travers un fonds. Donc c'était... bon, je citerai peut-être tous les membres après, ou alors ils se lèveront, vous les verrez. On a eu un sujet récemment aussi sur l'impact. Bref, on a assez régulièrement des sujets comme ça. Et là, on voulait prendre de la hauteur, on voulait se dire, OK, mais en fait, c'est quoi vraiment le problème ? Parce que sinon, je suis en train d'ajuster un paramètre et d'apprendre à optimiser un paramètre, mais je n'ai peut-être pas vu la grande image. Donc pour ça, on a eu l'idée il y a 2 ans, ça a commencé à se préciser il y a 1 an, avec Alejandro, qui est le DG du CFA et qui nous soutient énormément dans ces choses-là. Merci. Et ça s'est organisé aujourd'hui. On a énormément de chance. Vous avez dû le voir, des intervenants qui nous font l'honneur de nous faire confiance pour notre premier flagship ESG. On avait déjà fait un flagship assurance l'année dernière, mais ce n'est que le premier. Donc on vous attend déjà nombreux l'année prochaine. Et je vais passer la parole. Je rends la parole à Baptiste, notre maître de conférence. Et j'allais oublier quand même de signaler Matteo Quirano et Alexis Houdeville, qui m'ont énormément assisté. Sans eux, il n'y aurait pas cet après-midi. Donc, merci à vous. C'est vous qui devez être applaudis. Les autres membres actifs, je les remercie aussi parce qu'en fait, ils font les autres événements. Il n'y aurait pas celui-là si on n'en avait pas régulièrement. Donc, ne sont pas là. On a Victor Murzo qui nous a organisé une fresque il n'y a pas longtemps. Vous allez en apprendre plus sur la fresque dans pas longtemps.
On a Hervé Le Guen, que je ne vois pas, je crois qu'il n'est pas là. Il a participé donc à l'événement sur l'emploi avec Margarita Lugo, que je ne vois pas non plus. Décidément, ils travaillent beaucoup, mais ils ne viennent pas beaucoup. Et on a eu aussi Sophie et Mathéo, qui nous ont organisé l'événement sur l'impact récemment, donc Sophie Méchant. Et voilà, je ne citerai pas tous les autres que je ne vois pas et qui sont sur des événements plus lointains, mais on les remercie aussi beaucoup. Et à tous ceux qui vont intervenir dans l'année qui vient, parce que si vous voulez nous rejoindre, on est ouvert. Merci. Merci beaucoup Lénie. On va tout de suite laisser la parole à Cédric Ringenbart, qui est ingénieur spécialiste du changement climatique et surtout créateur de quelque chose que vous connaissez sans doute, la fresque du climat. On va lui laisser la parole ici sur le pupitre. Ou sur un micro, si... Et je vais vous amener la zapette. Je veux bien. Oui, je vais faire avec le micro parce que le il y a son... un peu de l'arsène. Il y a un peu de l'arsène, et puis en plus, je pourrais mieux circuler, ce sera parfait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Cédric Ringenbach, je suis en effet le créateur de la fresque du climat, et je vais vous présenter des slides dans lesquels on a deux parties. Une première partie très rapide, qui est basée sur les cartes de la fresque, et qui est le constat sur les enjeux climatiques. Un peu l'introduction à tout le reste, même si ensuite on va détailler certains sujets. Et une deuxième partie qui va être sur la transition elle-même, comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte carbone. Alors là, on va faire quelque chose que je vous conseille pas de faire à la maison tout seul, c'est qu'on va défiler la fresque en 5 minutes. Donc ça va être très dense, très intense. Une fresque du climat, c'est un atelier dont le résultat, c'est ça. C'est 2 mètres carrés de papier avec des cartes dans tous les sens. C'est un atelier de 3 heures. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait la fresque du climat, je vous invite vraiment à le faire en 3 heures. Ça permet de bien comprendre le sujet. Là, je vais faire un exercice un peu particulier. Je vais faire ce qu'on fait quelques fois pendant une fresque, c'est-à-dire la restitution du travail en 5 minutes. Donc, ça va être rapide, un peu dense et un peu douloureux. Je m'en excuse par avance, et je vous conseille plutôt de prendre le temps de faire une vraie fresque à l'avenir. Alors, ça commence avec les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles qui sont le gaz, le pétrole et le charbon, et qui sont utilisées dans l'industrie, dans le bâtiment et dans le transport. Et quand on brûle ces énergies fossiles, ça émet du CO2 qui va se retrouver dans les puits de carbone. Alors d'abord l'océan, ce qui va acidifier l'océan et poser des problèmes de calcification à des organismes comme les ptéropodes et les coccolithophores, qui sont à la base de la chaîne alimentaire entière. Et ça, plus le réchauffement, ça va mettre en danger toute la biodiversité marine. Alors, le CO2 va également être absorbé par les arbres, et quand il n'est pas absorbé par les puits de carbone, il se retrouve dans l'atmosphère, où ça va augmenter la concentration. Cette concentration donc on va avoir du CO2 dans l'atmosphère, plus les autres gaz à effet de serre, comme par exemple ceux de l'agriculture, qui fait beaucoup du méthane et du protoxyde d'azote. L'ensemble des gaz à effet de serre va augmenter l'effet de serre qui, à la base, est un phénomène naturel et tout à fait bénéfique pour la planète, mais on l'augmente, donc on déséquilibre le système. On va avoir plus d'énergie qui arrive que d'énergie qui repart. C'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Et le déséquilibre entre l'énergie qui arrive et l'énergie qui part, eh bien, cette énergie qui est en excès, elle va forcément quelque part. Elle va être absorbée par l'océan, en grande partie, et du coup l'océan se réchauffe. Elle va être également absorbée par la fonte de la glace qui absorbe de l'énergie. Alors la banquise fond, les glaciers fondent, les calottes fondent également. Cette fonte des glaces, alors la fonte des glaces continentales plus la dilatation de l'eau fait monter le niveau de la mer, ce qui va augmenter, je suis allé un peu trop vite, qu'est-ce qui se passe ? Fait monter le niveau de la mer, ce qui va augmenter la fréquence et l'intensification et l'intensité des phénomènes de submersion. Et enfin, une toute petite partie de l'énergie qui s'accumule sur Terre va être absorbée par l'atmosphère lui-même. Et on a du coup une augmentation de la température, 1,2 degré jusqu'à aujourd'hui, et puis entre 1,5 et 2 degrés à l'avenir, d'ici la fin du siècle, jusqu'à 5 degrés au maximum, suivant le scénario qu'on choisit de prendre. Alors l'augmentation de la température en soi pose des problèmes, mais surtout elle a un impact sur le cycle de l'eau, puisque le moteur du cycle de l'eau, c'est l'évaporation à la surface de l'océan. Et donc,
perturber le cycle de l'eau veut dire qu'on aura parfois trop d'eau, et donc par exemple des cyclones de plus en plus puissants, trop d'eau, donc des crues, pas assez d'eau, donc des sécheresses, Charlène en reparlera plus tout à l'heure, et un impact évidemment sur les ressources en eau douce, qui sont indispensables pour faire pousser des choses, et donc un risque de perte de rendement agricole, et du coup de famine. Voilà. Alors c'est pas fini parce que si vous rajoutez à ça les canicules, les incendies, l'impact sur la biodiversité, dont les vecteurs de maladies qui vont impacter la santé des zones où on n'est pas immunisé, ben vous avez le cocktail idéal pour avoir des réfugiés climatiques et in fine, pourquoi pas, des conflits armés. Ça va toujours? Bon, je vous avais dit, c'est un peu dense, c'est un peu abrupt. Prenez les 3 heures de temps pour faire une fresque du climat, parce que ça permet vraiment d'assimiler tout ça et de prendre le temps, donc déjà de comprendre le mécanisme, mais aussi surtout de discuter des solutions. Bon, et là, on va se prendre un quart d'heure pour commencer à envisager comment peut avoir lieu la transition énergétique. Alors pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, j'étais avec des amis à moi et on faisait un enterrement de vie de garçon. Il n'y avait que des garçons. Il y avait Jérémy, Elon, Serge et Pablo. Et je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à parler du changement climatique. Grave erreur. Alors sur le constat, on était au clair. L'ampleur du problème, on l'avait en tête. Mais par contre, sur les solutions, ça partait vraiment dans tous les sens. On avait Jérémy qui nous parlait d'énergie renouvelable, Elon de rupture technologique, Serge de décroissance, et Pablo, il nous disait qu'on allait tous mourir. Alors, j'ai besoin, pour vous expliquer la suite de la discussion, bizarrement, je vais avoir besoin de vous introduire des notions de mathématiques qui sont l'équation de Kaya. L'équation de Kaya, c'est à propos des émissions de CO2, et donc ça commence comme ça, on écrit CO2 égale CO2, et ensuite on multiplie et on divise par l'énergie, le PIB et la population. Alors c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une décomposition du problème en 4 termes qui sont plus ou moins indépendants les uns des autres. Et ces termes, ce sont d'abord l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire combien ça émet de CO2 de produire 1 kWh d'énergie, puis l'intensité énergétique de l'économie, combien il faut de kWh pour faire 1 point de PIB. Ensuite, on a l'énergie, enfin le PIB par tête, ce qui est derrière la notion de croissance économique, et puis on a la population. Donc les émissions de CO2 sont le produit de ces 4 facteurs. Donc pour les faire baisser, mathématiquement, mécaniquement, il va falloir qu'on fasse baisser un ou plusieurs de ces termes. Par exemple, on peut décarboner l'énergie. Voilà. On peut également améliorer l'efficacité énergétique. On peut faire de la décroissance, comme le propose mon ami Serge, et on peut aussi tuer tout le monde. Ce qui mathématiquement résout le problème. Comme on va tuer personne, il ne nous reste plus que 3 termes. Décarboner, décarbonation, efficacité et décroissance. Alors, mes 2 amis, Jérémy et Elon, ils ne sont pas trop pour la décroissance. Eux, ils nous disent qu'on peut faire du découplage. Alors, le découplage, vous savez, c'est quand il y a le PIB qui augmente pendant que les émissions baissent. Voilà. Et alors Serge et Pablo, eux, ils disent dans le découplage, il ne faut pas rêver, ça n'a jamais existé en découplage. Le découplage absolu n'a jamais existé, il n'existera jamais pour des raisons physiques, c'est pas possible. Bon, donc on a eu cette discussion que je vais vous raconter. Cette discussion, bizarrement, c'est assez intéressant, elle a suivi l'équation de Kaya de la gauche vers la droite, comme si c'était un peu le cheminement naturel de la pensée. Mais elle a abouti dans une impasse. Alors, je vais vous raconter la discussion qu'on a eue et je vais vous dire ensuite comment on sort de cette impasse. Donc, on démarre par la gauche de l'équation. Sur les émissions de CO2, il faut diviser par 3 d'ici 2050, ce qui veut dire à peu près du moins 5% par an au niveau mondial dès maintenant. Et c'est un gros challenge. Premier réflexe, on prend le premier terme de l'équation et on se dit, c'est simple, il suffit de décarboner l'énergie. Voilà. Donc Jérémy, par exemple, il nous parle beaucoup d'énergie renouvelable. Il nous dit on va faire du renouvelable et ça va aller. Alors, je lui dis je veux bien, mais d'ailleurs, si on parle d'énergie renouvelable, si je vous demande de me citer 2 énergies renouvelables là, qui vous viennent en tête, vous dites quoi tout de suite? Éolien, solaire. Alors, j'ai lu dans vos pensées, regardez. Éolien, solaire, ça marche. Si on regarde l'éolien et le solaire, d'ailleurs, ça progresse très fortement. 15%
de progression par an. Voilà. Alors maintenant, je vous montre quelles sont vraiment les énergies renouvelables. C'est l'éolien, le solaire, certes, mais le plus gros, c'est l'hydro. On n'en parle jamais, mais c'est la plus grosse énergie renouvelable avec la biomasse. Et si on rajoute l'hydro, on est sur un rythme un peu moins impressionnant, mais quand même, du plus 4% par an, c'est pas mal. Et puis, on va également rajouter le nucléaire, qui n'est pas une énergie renouvelable, mais qui est une énergie décarbonée. Et on est toujours sur une progression de plus 4% par an pour l'ensemble des énergies décarbonées. Voilà. En face de ça, il y a quoi? Il y a les énergies fossiles, et les énergies fossiles, ça augmente de combien? Plus 1% par an, c'est moins, donc on se dit, c'est cool, c'est le décarboné qui gagne, on va y arriver. À part que non, parce qu'en vrai, les énergies fossiles, c'est 85% de l'énergie du monde, le reste, c'est à peu près 15%, donc si on regarde la valeur absolue, on a chaque année plus 1000 TWh d'énergie décarbonée et plus 1500 d'énergie fossile. Mais en vrai, c'est même pas ça la question. L'enjeu, c'est que le fossile, il baisse. C'est pas de savoir s'il augmente plus vite ou moins vite que l'énergie décarbonée. Voilà. Donc, en fait, pour l'instant, la décarbonation, on n'y arrive pas. On est encore très loin d'y arriver. C'est pas parce qu'on installe du décarboné que l'on enlève du fossile. Donc, on reprend l'équation. On était sur le premier terme, ça ne va pas suffire. Il faut également jouer sur le deuxième terme, qui est baisser la consommation d'énergie, par exemple en faisant de l'efficacité énergétique. Alors ça, c'est le grand truc de Elon. Il adore tout ce qui est technologique, les voitures qui volent, tout ça. Voilà. Puis vous le connaissez, Elon, il est tellement enthousiaste sur la technologie qu'on a tendance à partager son enthousiasme. Et puis on a Serge dans la discussion qui nous dit oui, l'efficacité énergétique, c'est pas nouveau. Depuis des décennies, on en fait. Et on gagne 1% à 2% par an parce qu'on est intelligent et parce que chaque année, on fait un peu mieux que l'année précédente. Et on arrive à faire un découplage relatif de 1 à 2% par an par rapport à la quantité d'énergie qu'il faut pour faire un point de PIB. Voilà. Et là, il y a Pablo qui nous dit, alors les gars, vous n'y êtes pas du tout. Donc non seulement ce n'est pas suffisant, mais c'est pire que ça, parce que faire de l'efficacité, c'est quoi? Ça veut dire améliorer le système pour qu'il accélère. Et j'arrête pas de vous le dire, le système il est en train de foncer dans un mur. Donc s'il accélère, on y va encore plus vite et on va encore plus vite tous mourir. Donc il y a Serge qui dit à Pablo, mais écoute justement, Pablo, c'est pour ça que moi je prône la décroissance, comme ça on ralentit, on ne se prend pas le mur et on ne va pas tous mourir. Alors on a fait un petit sondage dans le restaurant où on était ce soir-là, on a demandé aux gens s'ils étaient pour la décroissance, s'ils n'étaient pas trop pour, on a dit à Serge, tu vois, je crois que Pablo a raison, on va vraiment tous mourir. Bon, on est dans une impasse, je vous avais dit, comment on sort maintenant de cette impasse? On va faire deux choses. D'abord, on va prendre l'équation de Kaya, on va la casser pour ensuite la réparer et voir ce que ça donne. Et deuxièmement, au lieu de la prendre de la gauche vers la droite, on va la prendre de la droite vers la gauche. Alors c'est parti. Comment on casse Kaya? Faites pas ça à la maison, c'est très dangereux. On va prendre Kaya, on va la projeter dans un secteur économique et on va voir ce que ça donne. Par exemple, on va prendre le secteur du transport. Si on projette Kaya dans le transport, ça veut dire qu'on remplace le terme PIB par ce que le secteur produit vraiment, c'est-à-dire des kilomètres. Et quand on fait ça, on voit apparaître l'efficacité des véhicules et les besoins en déplacement. Vous êtes OK avec ça? Bon, à part que ce n'est pas exactement les mêmes kilomètres. D'un côté, c'est les kilomètres parcourus par le véhicule, les KV, et de l'autre côté, c'est les kilomètres parcourus par les passagers. Voilà, ça y est, j'ai cassé mon équation. Pour la réparer, j'introduis les termes qui manquent. Et derrière ces termes, on a quoi? On a le taux de remplissage des voitures. Donc si on met plus de monde dans les voitures, on arrive à assouvir le même besoin en déplacement avec moins de véhicules qui roulent. C'est ce qu'on entend par le covoiturage. Donc là, c'est intéressant, on a un terme de plus sur lequel on peut essayer de faire du découplage. Bon, je fais une deuxième projection de Kaya dans un autre secteur pour voir ce que ça donne. On prend le secteur de l'industrie. On remplace le PIB par ce que l'industrie produit, à savoir des objets. Et on obtient d'un côté l'énergie grise, combien il faut de kilowattheures pour produire un objet comme celui-là. Et on voit également le taux d'équipement des ménages. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, à nouveau, ce n'est pas exactement le même nombre d'objets, ce n'est pas exactement les mêmes objets. D'un côté, c'est le flux des objets produits chaque année. Et de l'autre côté, on a un stock des produits possédés par les gens. Voilà. Et la différence entre un flux et un stock, c'est une notion de durée. Donc mon équation est cassée et quand je la répare, je fais apparaître la durée de vie des produits.
Si on multiplie par 2 la durée de vie d'un produit, on divise par 2 la quantité de produits nécessaire à produire chaque année. Donc on divise par 2 les émissions du secteur qui fabrique ce produit. Voilà. Sans toucher aux besoins qu'on a réussi à assouvir avec ces produits. Donc le taux d'équipement. Donc à nouveau, on a introduit un nouveau terme sur lequel on peut faire une forme de découplage. Si je prends du recul et je reprends l'équation de Kaya dans sa version originale, générale, on voit que dedans, il y a le PIB. Et le PIB, c'est un indicateur qui a ses limites. Et notamment, il peut exprimer 2 choses différentes. Il peut exprimer à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la production. Quand on parle de l'efficacité de l'économie, on entend le PIB comme la production. Et la production, ça utilise de l'énergie, ça émet du CO2. C'est ça qu'on veut réduire. Mais le PIB, c'est également, dans notre imaginaire, c'est également les besoins qui sont adressés par l'économie. C'est les services rendus par l'économie. Et ça, c'est une notion qui n'est pas exactement la même. Si on distingue ces 2 notions, la production d'un côté et les besoins auxquels on répond de l'autre, alors on a cassé notre équation. Et quand on la répare, ça permet d'introduire un terme qui est une forme de l'intensification des usages. Quand quelque chose existe, il faut l'utiliser plus. Il faut être plus nombreux à l'utiliser, il faut l'utiliser plus souvent, il faut l'utiliser plus longtemps. Il faut éviter le gâchis également. Voilà. Tout ça, ce sont des formes de découplage qui ont un potentiel très important de décarbonation. Donc, je vous avais dit que pour sortir de notre impasse intellectuelle, il allait falloir casser l'équation et la réparer. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, au lieu de la prendre de la gauche vers la droite, on va la prendre de la droite vers la gauche. Allons-y. Le terme population, pas grand-chose à dire là-dessus. On sera 11 milliards sur Terre d'ici la fin du siècle. Ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est une donnée du problème. Passons. Ensuite, les besoins. Là, je suis obligé de reconnaître que je suis un peu d'accord avec mon ami Serge, vous savez, le décroissant, quand il dit qu'on vit dans une société de consommation dans laquelle on cherche à créer des besoins tout le temps, dans laquelle on a tendance à confondre nos envies et nos besoins, et que ça, il faut le questionner. Parce que dans un monde qui a un budget carbone limité, assouvir les envies des uns, c'est mécaniquement au détriment des besoins fondamentaux de quelqu'un d'autre, ailleurs ou plus tard. Et ça, c'est de la physique. Donc la transition, elle démarre là. Elle démarre sur ce terme de la sobriété, de dire moi, personnellement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce truc? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir accès à ce service? Et ça, c'est la première question à se poser. Elle est individuelle, elle est d'ordre éthique, philosophique, tout ce que vous voulez, mais il faut se la poser. Ensuite, on va commencer par regarder comment est-ce qu'on peut assouvir nos besoins avec le moins de production possible, parce que c'est faisable. Demandez aux ingénieurs de doubler la durée de vie des objets qu'ils fabriquent, ils vont s'éclater et ils savent le faire. Évitons le gâchis, mutualisons les objets. Vous avez une perceuse, partagez-la avec tout votre immeuble. Vous n'en avez pas, demandez à votre voisin, il y en a bien qui en a une plutôt que d'aller en acheter une, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites là-dessus. Ensuite, on va continuer avec l'amélioration de l'efficacité et on va continuer au même rythme qu'avant. Donc, pour vous expliquer à quel point, pour vous montrer à quel point c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses, imaginez que vous rénovez votre maison. Vous allez devoir mettre de la laine de verre et changer la chaudière. Dans quel ordre est-ce que vous faites les choses? Assez logiquement, vous allez commencer par mettre de la laine de verre. Comme ça, une fois que vous avez divisé par 3 ou 4 le besoin en énergie de votre maison, à ce moment-là, vous changez la chaudière, vous en achetez une plus petite et elle coûte moins cher. Voilà. C'est logique. Et donc, après l'efficacité énergétique, après avoir baissé globalement le besoin en énergie, à ce moment-là, on va se poser la question de décarboner ce qu'il reste à produire. Regardez ce qu'est la production d'énergie au niveau mondial. Sur l'axe horizontal, vous avez ici la quantité d'énergie qui est produite et consommée tous les ans. Et sur l'axe vertical, vous avez l'intensité... Ah non, pardon, je suis sur le mauvais bouton. Vous avez l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire combien de grammes de CO2 par kilowattheure.
Et à gauche, on a mis les énergies décarbonées, et à droite, de plus en plus carbonées. Maintenant, imaginez qu'on réussisse à diviser par 2 notre besoin en énergie. À ce moment-là, à votre avis, on garde la partie gauche ou la partie droite? Allez-y, il n'y a pas de piège. Oui, on garde la partie gauche, exactement. Regardez bien ce qui se passe si je garde la partie gauche. Mon facteur d'émission, il s'améliore de 30% tout seul, juste parce que j'ai dégagé prioritairement ce qui est le plus carboné. Donc, jouer sur le facteur de l'intensité carbone de l'énergie, c'est beaucoup plus facile à faire quand on baisse la quantité d'énergie qu'on consomme. Alors que si on l'augmente, on l'a vu au début, on n'arrive pas à décarboner. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ici 2050? On part d'une base 100 aujourd'hui. On a dit qu'il faut diviser par 3 d'ici 2050. La population augmentera de grosso modo 25% d'après les scénarios de l'ONU. Ensuite, sur le terme des besoins, autant dans les pays développés, on va commencer à réfléchir à une forme de sobriété individuelle et baisser nos besoins. Mais par contre, dans les pays en développement, il faut qu'ils aient une marge de progression. Donc au niveau mondial, on se dit qu'on se donne une marge de progression, plus 20% par exemple. Sur le terme de l'intensification des usages, là, il y a un vrai potentiel. Donc on a quasiment 30 ans pour faire un facteur 2 sur plus utiliser les objets qu'on a utilisés, qu'on a achetés, les mutualiser, les faire durer plus longtemps, éviter le gâchis, etc. On peut largement gagner un facteur 2 là-dessus. Ensuite, on continue avec l'amélioration de l'efficacité énergétique, mais on continue au même rythme qu'avant. Là, on est entre 1 et 2% par an. Évidemment, on peut faire encore plus que ça, encore mieux que ça si on veut, mais on reste raisonnable dans les hypothèses. Et quand on en est là, déjà, on a divisé par 2 le besoin en énergie au niveau mondial, et on a notre petit bonus de tout à l'heure, moins 30%, ce qui nous amène à une réduction de 2 tiers de nos émissions de CO2. Je ne voudrais pas vous donner l'impression que ça va être facile, parce que ça va être un sacré challenge de faire ça. Et surtout, si on laisse l'économie fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est ça, c'est un effet rebond. Il faut absolument, en même temps qu'on va chercher l'efficacité, l'intensification des usages, de la sobriété, etc., il faut absolument, dans le même temps, qu'on mette une pression sur le CO2. Il faut mettre un prix au carbone. Il faut mettre des taxes carbone, il faut mettre des quotas de CO2, il faut mettre des normes, des normes et des obligations, etc. Et à ce prix-là, on réussira peut-être à faire baisser les émissions de CO2 en jouant sur l'ensemble des facteurs qui sont là. Sinon, on n'aura vraiment que de l'effet rebond. Voilà, donc ça veut dire que concrètement, notre économie, c'est quelque chose d'un peu compliqué, on ne sait pas exactement comment elle fonctionne, on va jouer sur plusieurs des facteurs en parallèle les uns des autres, mais si on a mis correctement un prix du carbone sur les contours du système économique, ce prix du carbone va s'appliquer sur chacun des termes de l'équation de Kaya, et sans qu'on comprenne exactement comment ça se passe, l'économie va se réorganiser sous la pression de ce prix du carbone, et on va pouvoir réussir in fine à faire baisser les émissions. En jouant sur différents types de projets, il y aura des projets de décarbonation de l'économie, en concurrence avec des projets d'efficacité énergétique, en concurrence avec des projets d'intensification des usages, et puis en concurrence avec des projets qui consistent tout simplement à ne pas acheter un produit parce qu'il est devenu trop cher et acheter autre chose à la place qui est moins carboné. Voilà. Et toutes ces choses-là seront en concurrence les unes avec les autres. Ce qui va être le juge de paix, c'est le coût à la tonne de CO2 évité. Parce que, in fine, le jour où le prix du carbone aura atteint ce niveau de coût à la tonne de CO2 évité, alors ce projet sera rentable. Et donc la question est juste de savoir si c'est dans 2 ans, 3 ans, dans 50 ans. Si c'est dans 50 ans, ce n'est pas le moment de le lancer, ce projet. Mais si c'est dans 2 ans que le prix du carbone arrive au bon niveau par rapport à mon coût à la tonne de CO2 évité, alors il faut que j'y aille, il faut que j'investisse là-dedans. Voilà, c'est comme ça que je vous propose de prendre la transition dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on réfléchit de la droite vers la gauche et pas comme on a la tendance à le faire en commençant par ici, comme on le fait très souvent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Alain Carsanti pour parler biodiversité. Il est économiste. Je vous donne
la petite zapette, ça sera mieux. Économiste, chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, au département environnement et société. Et il va nous parler donc biodiversité. Bah, écoutez, merci l'invitation. Alors je pense qu'il faut que je fasse bouton vert, oui. Donc le bouton vert, c'est un symbole de biodiversité, mais apparemment ça marche pas. Ah si, voilà, c'est bon. Bon, j'ai pris, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, généralement, je parle beaucoup plus de compensation carbone que de biodiversité, mais on m'a demandé de parler de biodiversité. Donc, comme je travaille aussi sur la question des forêts tropicales, je vais vous parler un peu de certains instruments économiques qui visent notamment la compensation, que ce soit la compensation carbone ou la compensation biodiversité, et également un petit peu les problèmes que posent notamment certains instruments comme la compensation carbone, précisément pour d'autres services écosystémiques, comme notamment la biodiversité, ou comme l'eau, notamment en particulier. Alors, premièrement, si vous voulez, cette question, quand on parle de compensation, notamment de compensation carbone, on va commencer par là. On va effectivement, on parle de neutralité carbone au niveau des entreprises. Bon, il a été montré, on pourra revenir dans la discussion, mais disons que compte tenu de l'éclatement des chaînes de valeur au niveau mondial, compte tenu de la complexité de ce qui rentre dans les objets, aujourd'hui, parler de neutralité carbone, ça n'a pas tellement de sens au niveau d'une entreprise, puisqu'il y a différents scopes, il y a effectivement il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas sur ce qu'on met dans les process de production. Et au fond, ça a surtout du sens au niveau mondial, une fois qu'on a bouclé tous les process, éventuellement au niveau d'une nation, quoiqu'au niveau d'une nation, il y a tout le problème des importations et de leur contenu en carbone qui est effectivement mal connu et pas tout à fait maîtrisé. Alors globalement, ce qui va être important, c'est de considérer que tout système de compensation, qu'il soit carbone ou biodiversité, il n'a de sens que si il respecte une forme de séquence qui s'appelle éviter, réduire. Alors le C, c'est compenser. Vous verrez que je proposerai qu'on parle de contribuer à la fin parce qu'il y a quelques problèmes sur les compensations. Et ce qu'il faut toujours, cette séquence, elle est bien connue, notamment quand on fait de la compensation biodiversité, quand on travaille sur la question biodiversité, c'est une doctrine française notamment. Le grand problème, c'est que généralement, il est rare que l'on évite véritablement. Parce que éviter, c'est mettre en cause toute une série de process, d'activités économiques, voire de raisons d'être de certaines entreprises. Et d'une certaine manière, on évite d'éviter, puisqu'il y a des questions d'obligation de croissance, de création d'emplois. Il faut faire l'autoroute, il faut faire un certain nombre de choses. Et on va plutôt passer à la réduction. Et quand la réduction, effectivement, devient trop coûteuse, on passe assez rapidement à la compensation. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et ça pose évidemment quelques problèmes. Alors, ça pose quelques problèmes parce que les actions de réduction qui sont, disons, d'une certaine manière, c'est moins important, que vous l'avez compris, que l'évitement, mais ça a souvent un potentiel limité. Et donc, on va basculer. Et alors, il y a plusieurs manières de faire de la compensation, hein. Beaucoup d'entreprises ont commencé à ne plus considérer que la compensation, c'est la même chose. Disons, beaucoup d'entreprises ne mettent plus la compensation au même niveau que les réductions d'émissions. Ce sont deux piliers à part qui sont comptabilisés. Mais il y a encore énormément d'entreprises qui continuent très largement à faire du business as usual et qui, effectivement, disent dès que le coût marginal de réduction devient trop cher, eh bien à ce moment-là, on passe sur la compensation. Alors, cette compensation, elle se fait beaucoup avec des marchés volontaires. Ces marchés volontaires, effectivement, vous allez avoir des crédits carbone qui, mon collègue parlait de prix du carbone. Sur le marché, ce qu'on appelle de conformité, aujourd'hui en Europe, on a des prix du carbone sur le marché européen qui sont des quotas, qui ne sont pas des crédits justement, qui viennent de systèmes de rationnement, de cap and trade, et qui, au fond, se vendent autour, peut-être, je ne sais pas à combien c'est en ce moment, sans doute autour de 80 € la tonne. Mais sur le marché volontaire, qui se fait avec un marché volontaire, donc avec une gouvernance privée, on a des prix qui oscillent autour de 3, 4, 5, 10 $. Et beaucoup se font avec par exemple des projets forestiers. Et beaucoup de projets se font par exemple en plantant des arbres. C'est une des choses qui est aujourd'hui très à la mode et qui a été présentée comme une solution qui peut être une solution effectivement assez miraculeuse. Alors, quand on plante des arbres, il y a plusieurs problèmes.
Est-ce que ça marche? Globalement, ça marche assez mal, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut comprendre que quand on émet du CO2 aujourd'hui, le CO2 est une molécule stable dans l'atmosphère. Elle se dissout pas, elle se désintègre pas comme peut le faire le méthane, par exemple, en quelques années, quelques dizaines d'années. Le CO2, ça doit être repris par un puits de carbone. Alors, une partie du CO2 émis va être pris rapidement, soit par des océans, soit par la végétation, notamment les forêts, mais pas seulement. Mais une partie du CO2 va rester très très longtemps dans l'atmosphère, c'est-à-dire va rester sur des durées de l'ordre de plusieurs siècles. Et la mauvaise nouvelle, c'est que plus le stock de CO2 dans l'atmosphère s'accroît, augmente, et il augmente puisque effectivement ça se stocke dans l'atmosphère, même si une partie du CO2, comme ça a été montré, est repris par les puits de carbone, le temps de résidence moyen du CO2 va augmenter. Et donc, il y a plusieurs chimistes de l'atmosphère qui considèrent qu'on est aujourd'hui à des durées moyennes de 500-600 ans. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire du point de vue concret? Ça veut dire que quand vous plantez des arbres, ça veut dire que très clairement, si vous voulez arriver à une neutralité complète, à une neutralisation des émissions, il faudra garantir que ces arbres sont encore là dans 500-600 ans à peu près, au moins 200-300 ans. Et aujourd'hui, à l'ère des méga-feux, etc., c'est quelque chose qui est effectivement assez difficile, puisque le changement climatique, de ce point de vue, ne joue pas dans la faveur de ce genre de choses, puisqu'on a de plus en plus de méga-feux, de sécheresse et de mortalité des arbres. Sur la planète, les forêts sont finalement en assez mauvaise santé. Beaucoup d'arbres meurent, et donc ils meurent parce qu'il y a des parasites, il y a des sécheresses, etc., sans compter qu'éventuellement on les coupe avec de la déforestation. Et par ailleurs, là on arrive au fameux trade-off, c'est-à-dire qu'on peut avoir des impacts des plantations d'arbres qui peuvent être tout à fait délétères pour la biodiversité. Comme lorsqu'on veut faire la compensation carbone, alors où est-ce qu'on va la faire? On ne va pas aller planter des arbres généralement dans le nord de l'Europe parce que ça met pas mal de temps à pousser, évidemment, si vous voulez compenser vos émissions. Donc on va plutôt les faire sous les tropiques, dans des endroits où les arbres poussent vite parce qu'ils ont de l'eau et ils ont de la chaleur, et on va plutôt chercher à sélectionner des arbres qui poussent rapidement, donc plutôt des plantations généralement monospécifiques, des eucalyptus, des acacias, voire des pins. Et à ce moment-là, vous avez des essences à croissance rapide parce que, alors, il y aura toujours un décalage. Le problème, c'est que vous émettez maintenant. Les arbres, même à croissance rapide, ça met quand même un certain temps à pousser. Donc, de toute façon, il y a un décalage temporel qui est problématique au niveau du climat par rapport aux limites au seuil de concentration de CO2 qu'il ne faudrait pas dépasser aujourd'hui. Voilà. Et donc, le problème, c'est que planter des arbres pour la compensation carbone en voulant maximiser cette fonction de plantation carbone, en général, c'est assez désastreux pour la biodiversité, voire pour le cycle de l'eau, parce que plus les arbres poussent vite, plus généralement, ils sont gourmands en eau, ils pompent de l'eau. Et donc, dans certains cas, pour des caractéristiques, quand on est sur si vous voulez, selon les caractéristiques édaphiques des sols, selon effectivement les sols où vous plantez, les régimes des précipitations, il peut y avoir de la dégradation des sols, de l'acidification, etc., des pompages des nappes phréatiques. Donc on a eu quelques jolies catastrophes de ce point de vue avec des plantations qui étaient mal faites pour des raisons justement de compensation carbone. Sachant en plus que l'autre problème, c'est que plus un arbre pousse vite, plus il va mourir jeune, par rapport à des arbres qui poussent beaucoup plus lentement. Mais donc, s'ils poussent plus lentement, ça veut dire qu'il va falloir attendre pour faire la compensation. Donc, c'est pas effectivement très en vogue. Et donc, vous voyez les problèmes que ça pose. Par ailleurs, les plantations à grande échelle, je pense qu'il faut oublier globalement effectivement cette possibilité, parce que là où beaucoup de gens considèrent que les terres sont vides, elles ne le sont pas, parce que vous avez un peu partout, par exemple dans les pays en développement, vous avez des espaces qui sont considérés comme disponibles, mais qui ne sont pas, parce qu'il y a des droits fonciers, il y a des pasteurs, il y a des droits coutumiers, et donc de ce point de vue, il y a une concurrence accrue en plus sur les usages. Donc de ce point de vue, je pense que c'est une solution qui pose pas mal de problèmes, et qui en plus, par ailleurs, je veux dire socialement, n'est pas tout à fait, n'est vraiment pas durable et n'est pas tout à fait approprié. Alors vous allez me dire, si on veut effectivement faire, si on ne fait pas de plantation d'arbres, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut faire quelque chose qui est peut-être a priori beaucoup plus intelligent, qui est de faire de la déforestation évitée. C'est-à-dire, on se dit, si on conserve des forêts qui sont menacées, on va aujourd'hui être gagnant, non seulement du point de vue carbone, parce qu'on va éviter des émissions de CO2, on va éviter qu'on convertisse des forêts à l'agriculture, et on va également gagner de la biodiversité, puisque conserver des forêts naturelles, c'est de la biodiversité.
Alors, sur ce fameux marché volontaire du carbone, qui pèse à peu près plus de 2 milliards de dollars en 2022, probablement un peu plus aujourd'hui, on n'a pas encore, j'ai pas vu la publication des derniers chiffres récemment. Globalement, il y a un peu plus d'un tiers des crédits qui sont issus de projets, ce qu'on appelle de déforestation évitée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si vraiment on évite de la déforestation? Et ça, c'est très important, parce que pour savoir si les crédits carbone qui sont générés par ces projets, il y en a beaucoup, vous voyez que sur 2 milliards de dollars, un tiers, ça fait quand même pas mal, eh bien, on fait des scénarios. Alors, on a deux manières de faire. On peut faire un scénario, ce qu'on appelle des scénarios contrefactuels. On peut soit voir le passé, de dire effectivement, est-ce que dans le passé, est-ce qu'on a la déforestation a été à tel niveau, est-ce qu'on baisse la déforestation? Et à ce moment-là, on dit finalement, on a baissé la déforestation par rapport au passé, ce qu'on appelle la référence historique. Et à ce moment-là, on peut émettre des crédits carbone éventuellement. Ou on peut aussi faire des scénarios futurs prospectifs, qui sont en fait des prédictions, c'est-à-dire de dire si l'on prolonge effectivement les courbes, si l'on pense que dans des pays en développement, il va y avoir une croissance démographique, des infrastructures, des besoins, etc., on va avoir quelque chose, alors je ne sais pas si je vais y arriver du point de vue, on va avoir par exemple un schéma comme ça. Vous voyez ce schéma, c'est typiquement qu'on peut faire, vous allez trouver ça dans le bassin du Congo, plein de projets, ce qu'on appelle des projets REDD+, qui vont vous dire, voilà, dans le futur, on va être sur la logique, sur le trend AB. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, on va dire, effectivement, il va y avoir des besoins de développement. Donc, voici le scénario, effectivement, que l'on veut éviter, que l'on va éviter. Et si, effectivement, la déforestation progresse, mais progresse modérément, bien en dessous de la prévision, on dira que ABC, c'est ce qu'on a évité, c'est la déforestation évitée, et donc ça va être des crédits carbone. Et alors, évidemment, ça c'est quelque chose qui pose un certain nombre de problèmes. Les problèmes que ça pose, c'est qu'on rentre dans des scénarios qui sont des scénarios qui vont être à la main des porteurs de projets, proposés par les porteurs de projets, qui sont... alors, vous savez, quand on fait la prospective, on a en général 4 ou 5 scénarios qui ne sont pas des prédictions. Là, on a une prédiction, etc., qui va dépendre. Et évidemment, on sait que prévoir de ce point de vue les tendances sur un écosystème, sur un territoire, ça va dépendre de beaucoup de facteurs climatiques, de facteurs de prix des produits agricoles, de facteurs de migration, de facteurs de conflit, etc., etc. Donc, on a des tas d'hypothèses possibles, des tas d'univers possibles. Et généralement, les porteurs de projets choisissent effectivement les hypothèses qui permettent de maximiser le scénario, c'est-à-dire prévoir le pire pour pouvoir dire ensuite on a évité le pire et ainsi on a beaucoup de crédit carbone. Donc ça, c'est un premier problème. Vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, on peut tout simplement avoir un type de scénario comme ça, c'est-à-dire un scénario dans lequel on prend la référence historique. Alors la référence historique, oui, pourquoi pas. Alors on évite déjà, peut-être d'une certaine manière, qu'on peut appeler les scénarios du pire. Sauf que problème là aussi, vous avez peut-être tous entendu parler des articles du Guardian, de d'IZ, etc., sur les crédits carbone et ce fameux scandale. Il y a des papiers scientifiques derrière, c'est pas seulement les journalistes, il y a des papiers scientifiques, et notamment dans le papier qui étudie les projets en Amazonie, on est devant des scénarios on est devant des cas comme ça, c'est-à-dire que vous aviez un niveau, j'y arrive ou pas, oui voilà, on avait effectivement un niveau de déforestation, vous voyez, on fait la moyenne ici, la déforestation varie, on fait la moyenne, et on prolonge, qu'ont fait les porteurs de projets, ils ont prolongé la courbe, ils ont dit, le futur, ça sera une reproduction du passé. Donc d'une certaine manière, c'est un scénario, mais qui n'est qu'une simple reproduction du passé. Et comme, effectivement, un certain nombre de ces projets ont vu de réelles baisses, effectivement, de la déforestation. Le problème, c'est que les chercheurs, ce qu'ont montré les chercheurs, en faisant des contrefactuels, c'est-à-dire en identifiant des territoires tout à fait similaires qui avaient les mêmes trajectoires au Brésil, ils ont montré que oui, ça avait baissé dans ces projets, mais que ça avait baissé partout ailleurs de la même manière. Et parfois, ça avait même baissé plus. Ce qui veut dire que même, si vous voulez, si on prend effectivement ce genre de choses qui a l'air plus rigoureuse, on n'a aucune garantie que les crédits carbone sont additionnels, c'est-à-dire qu'il y a un effet net et que on n'est pas dans une question d'effet d'aubaine. Donc, vous voyez le problème sur ce qui vous pose le problème, effectivement, sur la validité des crédits carbone de compensation qui ont été vendus et qui, éventuellement, ont pu être utilisés par vos entreprises, par un certain nombre d'entreprises un peu dans le monde et qui sont présentées comme des solutions. Alors, maintenant, il y a un marché de conformité aussi, c'est-à-dire à la COP26 de Glasgow, si vous voulez, on a dit ce scénario
Donc, future prospective des émissions évitées, effectivement, on n'en veut pas. Donc, a priori, ça va être exclu des systèmes de conformité avec un label onusien. Mais ça ne règle pas le problème, puisque, comme vous l'avez vu sur l'autre schéma, on peut très bien avoir des baisses des émissions qui ne sont pas additionnelles, parce que ça correspond tout simplement à des circonstances, à un changement de l'univers économique, et non pas à des efforts, à des politiques et des mesures particulières, effectivement. Voilà. Alors, l'évolution des conceptions, quand même, c'est que, notamment à la COP26, c'est que de toute façon, les baisses absolues doivent l'emporter sur les baisses relatives à cause de l'urgence climatique, c'est-à-dire que des questions, par exemple, d'efficacité ne sont pas suffisantes. Il faut véritablement avoir de véritables baisses. Alors, je termine. Donc, voilà, je passe rapidement. Hein, voilà un petit peu sur, si vous voulez, sur ces articles du Guardian, donc, qui ont été, effectivement, qui ont beaucoup agité il y a à peu près 5-6 mois de ça, disons, le monde de la compensation climat. Alors, au fond, qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce qui est probablement plus intelligent à faire, puisqu'on discute de questions d'ESG et autres? Ça serait de passer d'une logique de compensation carbone à des approches qui sont différentes, qui sont des approches qui sont beaucoup plus systématiques, qui sont basées sur les écosystèmes et qui surtout ne divisent pas les services écosystémiques en tranches avec du carbone, de la biodiversité, de l'eau, etc. et du social, puisqu'il y a toute la question des communautés locales. Et en réalité, en gros, quand les entreprises me demandent souvent, quand je fais ce topo devant les entreprises, ils me disent, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Je dis, écoutez, il y a deux choses une. Soit vous voulez vraiment faire de la compensation carbone pure et dure, à ce moment-là, le mieux, c'est d'aller investir dans la rénovation thermique des bâtiments, parce que là, vous aurez au moins des éléments d'efficacité tout à fait tangibles. Oui, mais malheureusement, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'on me dit, oui, vous avez raison, mais on ne peut pas faire du storytelling autour c'est beaucoup moins bien pour faire du storytelling plutôt que des projets effectivement exotiques à Madagascar, en Indonésie, au Brésil, etc. etc. Bon. Alors, l'autre solution, c'est de dire, on quitte l'idée de la maximisation de la compensation carbone. On fait des projets qui sont des contributions et qui sont tournés vers l'impact et qui, de ce point de vue, sont ancrés dans les territoires. On regarde effectivement quels sont les contextes effectivement qui sont intéressants, quelles sont les activités qui sont porteuses de bénéfices multiples, environnementaux, sociaux. Parfois, on mettra l'accent sur la biodiversité. Parfois, on mettra l'accent sur la qualité de l'eau et le cycle de l'eau. Parfois, il y aura des questions de restauration d'écosystèmes et donc les plantations auront leur place. Ou la régénération naturelle, assistée ou pas, qui est souvent une option beaucoup plus intéressante. Et on passerait complètement devant effectivement un autre type de logique, non plus de maximisation du carbone, mais disons de projets à impact positif, qui seraient des projets à impact positif, visant effectivement de partenariat avec les territoires et de développement durable des territoires avec plusieurs services écosystémiques. Ça serait à mon avis beaucoup plus clair, d'abord du point de vue sémantique, de ne plus parler de compensation, mais de contribution, et deuxièmement, de sortir de cette logique de maximisation carbone pour passer effectivement à une autre logique qui sera beaucoup plus durable, parce que si vous avez un projet qui est approprié à son contexte socio-économique et qui répond aux besoins des populations, vous avez des chances que, effectivement, dans 30-40 ans, tout ce qui va être fait sera approprié par les communautés, par les personnes, par les résidents du territoire, et ça sera durable. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des projets, notamment qui sont faits pour la compensation carbone ou pas, les taux de réussite des projets sont très très faibles, c'est-à-dire le taux de survie des arbres sont très très faibles, et la plupart du temps, des grands projets où on plante des milliards d'arbres ou des centaines de millions d'arbres, généralement, vous passez quelques années après, il reste peut-être 5% de la réalisation initiale. Donc, probablement, il faut peut-être changer de logiciel là-dessus. Je m'arrête parce que je pense que j'ai pris un peu trop de temps. Oui, merci beaucoup Alain Carcentier. On peut vous applaudir, merci. Et bravo pour le sprint final sur les dernières slides. On va parler eau maintenant avec une ingénieure hydrologue, Charlène Descolonges, à qui je cède tout de suite la parole. Le temps peut-être juste de dire que vous sortez aujourd'hui même un livre, je vais le montrer, dans la collection Fake or Not, qui s'appelle L'eau, tout simplement. Et c'est le thème de votre keynote, c'est bien trouvé. Je vous laisse la parole. Fake or Not, exactement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue. J'ai travaillé pas du tout dans votre secteur d'activité. J'étais pour le public. Je conseillais des élus locaux, donc sur les territoires, sur la stratégie de gestion de l'eau à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, en territoire de montagne, transfrontalier entre la France et la Suisse. Et même en montagne, en fait, les montagnes sont les sentinelles du climat. On ressent les effets du changement climatique bien plus encore qu'en territoire de plaine. Et donc, on est complètement concerné par les questions d'économie, d'adaptation au changement climatique et de la ressource en eau. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce qui a fait ma passion dans ma vie, l'hydrologie, la gestion de l'eau. Donc,
ma question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez le cycle de l'eau? Vous vous souvenez, celui qu'on a appris à l'école, où on pense que l'eau passe des océans au continent, en circuit fermé, tranquillement, sans encombre? Eh bien, figurez-vous que c'est faux. C'est complètement faux. C'est le résultat d'une étude qui montre que notre perception du cycle de l'eau, dans 98% des cas, on ne représente ni le changement climatique, ni l'impact de la pollution. Moi, tout l'enjeu, c'est de vous emporter avec moi dans ce grand cycle de l'eau, celui que l'on a dégradé et celui que je veux pousser à régénérer, parce qu'on a plein de solutions et donc je les développe dans mon livre. Je vais vous donner un petit aperçu, mais avant, je vais vous donner un peu toutes les faces cachées de l'eau, tout ce qu'on ne sait pas sur l'eau et tout ce qu'on ne vous dit pas. Donc déjà, quelle quantité d'eau douce disponible? Alors dans le monde, 97,5% d'eau salée, 2,5% d'eau douce, moins de 1% d'eau douce est accessible, le reste est bloqué dans les glaciers ou dans les nappes très profondes, donc seulement 1% que l'on partage entre tous les êtres humains et tous les écosystèmes dont on dépend. Donc à l'échelle mondiale, ça semble très très peu, et à l'échelle de la France, donc, c'est le pays où on est en ce moment même, on a environ 500 milliards de mètres cubes d'eau qui nous tombent sur la tête chaque année, 60% qui repartent dans l'atmosphère, le reste coule dans les rivières, s'infiltre dans les nappes et rejoint la mer in fine au bout d'un certain temps. Une étude a montré qu'on a déjà une baisse de la quantité d'eau douce disponible en France, une baisse de 14% environ, en raison déjà des impacts du changement climatique, une modification du régime de précipitation. Sans trop vous spoiler, c'est un peu inquiétant, mais on va voir que voilà, il y a des solutions, mais il va falloir faire avec moins d'eau disponible pour répondre à toutes nos activités humaines. La quantité d'eau douce disponible, elle se répartit ainsi en France. On a 6 grands bassins hydrographiques, la Seine ici, la Seine-Normandie. Donc moi, je viens du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. On a l'Adour-Garonne, la Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et l'Artois-Picardie. Donc ces 6 grands bassins, ça fait depuis 1964 qu'en France, on s'est organisé autour de ces 6 grands bassins pour atteindre des objectifs de bon état, pour garantir de l'eau en quantité et en qualité suffisante pour les générations futures. Donc, quand on découpe à l'intérieur de ces 6 grands bassins, on va faire des calculs de flux, de stock. L'hydrologie, c'est un peu comme la finance, c'est une question de flux et de stock. Donc, il faut imaginer que c'est la même chose. Donc, on va faire des calculs, savoir quelle quantité d'eau douce disponible on a sur nos territoires pour savoir est-ce qu'on a de la marge, est-ce qu'on peut aller en chercher plus, etc. Il s'avère que sur le territoire français, c'est le bassin du Rhône qui est le plus pourvu, évidemment en raison de la fonte des glaciers. 34 milliards de mètres cubes d'eau par an. Donc, on a a priori une ressource en bonne quantité qui pourrait nous assurer une souveraineté énergétique avec les centrales nucléaires, dont je vais revenir après. Avant de passer à nos usages, donc, là je vous ai parlé de l'eau douce en surface, donc ça c'est la discipline d'hydrologie, là où je me suis exercée, mais il y a nos cousins qui s'appellent les hydrogéologues qui eux étudient les nappes, donc les nappes phréatiques en surface ou les nappes profondes qui sont elles héritées d'un passé géologique qui s'est mis en place depuis des centaines de millions d'années. En France, on a en gros 3 types d'aquifères: alluviales, ça veut dire connectés aux rivières; sédimentaires, ça veut dire connecté, hérité de l'ère secondaire, donc des temps géologiques du temps des dinosaures. Donc le bassin aquitain et le bassin parisien prend ses racines dans cette ère géologique, et donc toute votre eau que vous buvez au robinet, quand vous lavez les mains après aux toilettes, vous allez pouvoir remercier la mer qui est remontée en France et qui a donc déposé ces calcaires dans lesquels aujourd'hui on puise l'essentiel de notre eau potable. On a aussi le massif cristallin, des aquifères plus ou moins profonds, très peu capacitifs. Donc des problèmes de sécheresse dans ces régions, en Loire, en Bretagne et dans le massif central. Et on a évidemment, et chez moi, les Alpes, les Pyrénées, qui sont des aquifères particuliers, très plissés, très contractés par l'orogénèse alpine. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'hydrogéologie ni d'hydrologie, mais seulement je vais vous parler de ce qui m'anime le plus et ce que j'adore raconter, ces histoires de zones humides. Ce sont des écosystèmes aquatiques très riches. Ils abritent 30% des espèces rares ou menacées dans le monde, tous les amphibiens, la moitié des oiseaux, un tiers des espèces végétales remarquables. Ces zones humides, c'est notre capital
pour enrayer le changement climatique et le déclin de la biodiversité. 5 rôles clés que vous devez retenir à l'issue de cette journée, c'est la biodiversité, donc le rôle de régulateur de crues. Imaginez une éponge. Vous allez utiliser tous une éponge chez vous, elle est plutôt humide. Vous prenez une éponge que vous avez laissée dans le placard, qui a été desséchée pendant plusieurs mois, vous versez de l'eau, une grosse quantité d'eau dessus, vous verrez tout de suite que l'éponge humide, elle va être capable d'absorber cette pluie, tandis que l'autre va ruisseler et toute l'eau va partir. Donc les zones humides, c'est la même chose. Ils ont des rôles de stockage d'eau temporaire, de restitution et d'épuration naturelle. On estime à peu près à 2 000 € l'hectare. Et donc, on les utilise aussi pour terminer le travail des stations d'épuration. C'est aussi un incroyable puits de carbone. Seulement 3% de la surface terrestre, mais 30% des puits de carbone continentaux. Donc, c'est dire à quel point les zones humides sont nos alliés contre le changement climatique, en particulier les tourbières qui vivent près de chez moi en montagne. Je vais vous parler maintenant des usages de l'eau. Ce qu'on a un peu moins en tête, c'est qu'en France, on a un portrait un peu particulier qui diffère du monde. Dans le monde, 70% des prélèvements sont pour l'agriculture. Chez nous, la moitié des prélèvements sont pour les usages énergétiques, refroidir les centrales nucléaires et les centrales à flamme. Donc le reste, il y aura l'eau potable, les canaux pour le transport, l'agriculture et l'industrie. Quand on regarde finalement ce graphique et qu'on regarde la répartition à l'échelle de la France, on se rend compte que c'est dans le bassin du Rhône où on va prélever le plus d'eau. Pourquoi ? Pour refroidir les 3 centrales en circuit ouvert, le Saint-Alban, Tricastin et le Bugey, qui pompent beaucoup d'eau mais qui en restituent l'essentiel un peu plus chaude. On peut revenir sur la question du nucléaire, mais sachez qu'il y a 2 systèmes, centrale en circuit ouvert, centrale en circuit fermé, qui consomment moins d'eau, mais la moitié repart dans l'atmosphère, ne revient pas dans les milieux. La question des prélèvements d'eau occulte la question des consommations. Là, j'ai commencé déjà à en parler. Les prélèvements pour les centrales hydroélectriques, les centrales nucléaires prélèvent beaucoup d'eau, mais en restituent l'essentiel. Nous, quand on prend de l'eau potable quelque part, elle va repartir dans les réseaux d'assainissement, être retraitée, puis ensuite renvoyée. Donc, c'est un peu du circuit court, ça repart. Par contre, l'agriculture, elle prélève toute l'eau, irrigue et l'eau est consommée. Elle ne revient pas tout de suite dans les écosystèmes. Donc, on parle de prélèvement, mais il faut aussi parler de consommation. Il faut aussi parler de la répartition spatiale et temporelle de ces prélèvements, puisqu'on va le voir, en fonction de là où on se situe en France, on ne va pas avoir les mêmes besoins. Évidemment, en termes d'eau potable, les personnes qui habitent dans le nord de la France seront moins enclins à avoir des piscines, des jardins, tandis que dans le sud de la France, on va avoir plus d'usages de ce type. En agriculture, ça va être pareil. Par exemple, dans la région PACA, on a une activité agricole très consommatrice en eau qui hérite d'un système d'irrigation gravitaire avec les canaux de la Durance. Mais voilà, simplement dire qu'en France, on a une certaine hétérogénéité des usages de l'eau et on va avoir donc, on sera un peu plus ou moins bien lotis en fonction de la quantité d'eau douce qui nous arrive sur le territoire et de ce qu'on va en faire. Là, je vous ai parlé de l'eau visible, mais sachez qu'il y a toute une partie de l'eau invisible que l'on consomme sans le savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que vous buvez à peu près entre 1 litre et 2 litres par jour. Chez vous, peut-être, vous consommez, en grosse moyenne française, 146 litres pour tous vos usages, toilettes, douches, etc. Et sachez que votre empreinte eau, elle, se situe entre 4 000 et 5 000 litres d'eau. 4 000, 5 000 litres d'eau, c'est l'équivalent de 25 baignoires. C'est toute l'eau qui est nécessaire à la production de votre alimentation, de vos vêtements, de vos objets connectés, de l'énergie pour vous transporter, etc. Et quand on regarde de plus près, finalement, cette empreinte eau reflète essentiellement notre régime alimentaire qui est surtout très carné. On a doublé notre consommation de viande en l'espace de 40 ans. Donc on a vraiment une empreinte eau qui reflète notre alimentation. Elle se décline en 3 couleurs, l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Tout ce dont je vous parle là, vous l'avez peut-être jamais entendu parler. On parle beaucoup d'empreinte carbone, on parle très peu d'empreinte eau. Pourtant, c'est des choses qui sont connues depuis 10 ans. Et l'empreinte eau, pourquoi on en parle ? Parce qu'en fait, on a dépassé une limite planétaire qui est justement l'eau verte. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est contenue dans les sols et dont les plantes se servent pour grandir. On va voir pourquoi elle a été altérée. Et donc, l'essentiel de notre empreinte eau, à 85%, 90%, c'est de l'eau verte. Alors,
Du coup, on va avoir plein de solutions à notre portée, mais comprenez que en fait, notre cycle de l'eau, vu déjà on se le représente assez mal, on ne représente pas du tout les flux d'eau verte, les flux d'eau bleue, les flux d'eau grise, et pourtant c'est quelque chose d'essentiel au niveau de l'humanité. Chaque année, on s'approprie 24 000 milliards de mètres cubes d'eau pour cette empreinte eau. C'est comme si on détournait la moitié des fleuves du monde et qu'on disait toute cette eau-là, c'est pour l'humanité, c'est pour répondre à tous nos besoins économiques. Donc ça, c'est un travail de recherche mené par l'Université de Rennes et du CNRS. Ils ont réalisé un jeu qui a été inspiré très largement de la fresque du climat, où on va avoir des cartes, on va jouer sur un plateau de jeu et on va territorialiser en fait les enjeux de l'eau sur un bassin versant, sur un territoire. Avec ils ont un peu représenté 8 grandes catégories d'impact de nos activités. Je vais les dérouler de manière très rapide. Mais je vais revenir sur cette question d'eau verte, puisque ça, c'est donc une étude qui est publiée depuis 2022. Où voilà, on sait que maintenant, cette eau verte est une limite planétaire franchie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'humidité du sol est complètement bouleversée. Avant l'Anthropocène, avant l'extraction massive des énergies fossiles, on avait une humidité qui variait naturellement au fil des saisons. Depuis qu'on a déforesté massivement, pratiquer une agriculture intensive et étaler nos villes et nos routes, on a accéléré le ruissellement. L'eau de pluie qui tombe n'a plus le temps de s'infiltrer dans les sols, donc l'humidité est complètement perturbée. Soit on a trop d'eau, soit on n'en a pas assez. Donc vraiment, retenez que sécheresse, inondation, c'est les deux faces d'une même pièce, celle d'un cycle de l'eau qu'on a complètement dégradé en raison particulièrement de cette humidité du sol. Comme je disais, donc l'artificialisation des sols est un facteur majeur de cette modification, perturbation du cycle de l'eau verte. Et on le voit en France, on a particulièrement construit dans le sud, mais aussi sur la côte atlantique, et chez moi aussi dans les régions montagneuses. Donc c'est en France 306 000 hectares d'espaces naturels et agricoles qu'on a artificialisés. Et donc dès qu'on artificialise, l'eau de pluie ne peut plus s'infiltrer pour recharger les nappes, les rivières et rester, voilà, et répondre à tous nos besoins, y compris ceux des écosystèmes aquatiques. On a massivement pompé aussi dans nos réservoirs d'eau souterraine, mais aussi superficielle. Quand j'ai fait mon école d'ingénieur, quand j'ai fait le master d'hydrologie, on m'a toujours dit on a une certaine quantité d'eau douce disponible, voilà nos besoins. Et on a complètement occulté la question des besoins des milieux aquatiques. Et pourtant, pareil, alors on n'a pas de limite planétaire là-dessus, mais on sait que nos milieux aquatiques sont sous tension et qu'on prélève massivement de l'eau qui aurait dû profiter à ces écosystèmes aquatiques comme les zones humides qui nous fournissent de nombreux services, on l'a vu par ailleurs. Et la France est déjà en stress hydrique. Alors ça, c'est un indicateur du World Resources Institute qui montre que déjà certaines régions françaises sont sous tension en raison du surpompage des eaux souterraines et superficielles pour répondre à tous nos besoins. Donc là, je vais m'arrêter très brièvement sur qu'est-ce qu'une sécheresse. En fait, elle est de 4 sortes. On a une sécheresse météorologique, quand il ne pleut pas. On a une sécheresse des sols. Donc quand la sécheresse météorologique perdure, on a une sécheresse des sols, une sécheresse agricole. Et quand la sécheresse agricole dure, on a une baisse dans les niveaux des nappes et des débits des rivières. On a une 4e sécheresse dont on parle très peu, c'est la sécheresse anthropique. C'est l'homme qui crée sa propre sécheresse, tout simplement. C'est lui qui prélève trop d'eau par rapport à la capacité des hydrosystèmes à renouveler cette eau. Donc ça, c'est vraiment documenté et projeté avec les scénarios climatiques. Donc en France, on voit très bien que c'est pas forcément le sud qui sera en stress hydrique, bien que c'est assez important et on le voit en ce moment même. Mais finalement, toutes ces régions où il y a beaucoup d'irrigation agricole en Vendée, où il y a beaucoup de prélèvements d'eau potable pour répondre à tous nos usages dans le nord de la France, et ben voilà, c'est peut-être ces régions-là qui seront les plus vulnérables au changement climatique. On a parlé beaucoup de quantité d'eau. Je vais rappeler rapidement les enjeux de qualité. Alors, on entend beaucoup parler des micropolluants, des pesticides. Vous êtes peut-être inquiet sur la qualité de votre eau potable et ce qui vous
permettrait peut-être de vous rassurer sur le fait que voilà, vous avez besoin de l'eau en bonne qualité pour vous, pour les générations futures. Donc, la question des pesticides, c'est pareil, une face un peu immergée de l'iceberg. On a aussi d'autres rejets qui peuvent impacter la qualité des milieux. Les rejets d'eau pluviale, tout ce que vous voyez traîner par terre finira dans la rivière sans être traité. Et avec les épisodes de pluie plus intenses, des orages plus fréquents, on aura donc plus de pollution chronique qui va arriver dans les cours d'eau, et notamment un phénomène qui est très peu médiatisé, celui de l'antibiorésistance, qui est étudié par un laboratoire à Montpellier, où on se rend compte que plus on a des orages violents, plus on a des bactéries antibiorésistantes dans les cours d'eau qui finissent où ? Dans les nappes et dans l'eau potable. Alors, je ne veux pas du tout vous faire peur, mais c'est quand même assez inquiétant puisque, effectivement, ça pose des enjeux sanitaires et de traitement nécessaires pour avoir toujours de l'eau en bonne qualité. On a donc alors, je n'ai pas parlé du petit cycle de l'eau, pensant que vous le connaissez, mais le petit cycle, c'est le circuit urbain, le fait de prélever de l'eau à un endroit, de la traiter pour la rendre potable, l'utiliser, la rejeter dans le milieu naturel, en passant par la case station d'épuration. Nos stations d'épuration, elles sont surtout dimensionnées pour traiter la pollution bactériologique, pour éviter qu'on ait des épidémies de choléra. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces réseaux-là. Mais on a très peu, où on commence seulement en fait, à traiter la question des micropolluants. Donc, encore une fois, c'est les hydrocarbures, c'est les résidus de médicaments, c'est tous les produits chimiques qu'on utilise au quotidien et pourtant qui vont avoir un impact sur les écosystèmes aquatiques et qui peuvent aussi se retrouver dans l'eau potable des personnes qui se situent en aval. Donc, la question des rejets de pollution, c'est un vrai sujet dans le sens où on va avoir une diminution de la ressource en eau et donc une diminution de la capacité des hydrosystèmes à diluer ces polluants. Bon, je vais avancer un petit peu, mais on a de nombreux autres impacts, notamment celui des barrages et des seuils et des retenues. On a environ un poisson qui cherche à remonter une rivière va s'arrêter tous les 5 km à cause d'un seuil. Et ces seuils et ces barrages, ils vont bloquer le transport des sédiments, le transport des nutriments, la remontée des poissons, et donc provoque un déclin de la biodiversité qui est très importante. Les poissons migrateurs ont disparu de près de 76% entre 1970 et de nos jours. Et donc, ça pose aussi un vrai sujet sur tous nos écosystèmes dont nous dépendons. Le changement climatique, on l'a déjà vu. Donc, juste pour rappel, avec 1 degré de plus dans l'atmosphère, 40%, donc plus 0,40 degrés, est lié directement au cycle de l'eau. Clairement, quand plus l'eau s'évapore, plus elle va devoir donc se stocker dans l'atmosphère, mais le temps de séjour dans l'atmosphère, le temps de séjour moyen est d'environ de 10 jours. Donc l'eau qui va s'évaporer va devoir précipiter quelque part ailleurs. Donc le changement climatique va emballer le cycle de l'eau. Les particules d'eau vont devoir précipiter de manière plus intense quelque part et donc moins ailleurs. Donc c'est vraiment c'est très difficile à modéliser, mais on sait déjà que en France, on va toujours avoir globalement la même quantité de pluie qui va nous tomber sur la tête, mais elle va se répartir de manière différente dans le temps. Donc ça, je vais y revenir. Retenez que dans un monde à plus 4 degrés, celui a priori vers lequel notre ministre veut nous préparer, c'est un monde où on aura 5 fois plus de sécheresses intenses, des sécheresses qu'on dit décennales, qui ont 1 chance sur 10 de se produire chaque année. Nos statistiques en hydrologie vont être complètement perturbées, autant dans les aspects de sécheresse que d'inondation. On va aussi avoir moins d'enneigement et donc des répercussions en cascade sur tous les hydrosystèmes. Retour sur la sécheresse 2022, on a tous été marqués par ces images, par le manque d'eau, par ces canicules. 2023 n'augure rien de bon non plus. On sait déjà que certaines régions vont souffrir d'une sécheresse, notamment ici en Île-de-France jusqu'en Normandie, parce que les nappes ne se sont pas assez rechargées et la période de recharge hivernale s'étend de automne à l'hiver et on a déjà passé cette période, donc on vit là sur nos réserves et on n'est pas encore prêt à vivre si un scénario 2022 venait à se répéter, on ne serait clairement pas prêt à partager et à gérer ces crises.
Donc comme je disais, là c'est le portail du DRIAS, les futurs du climat, qui fait des projections climatiques sur le sol français. Au niveau de la répartition de la pluie, dans le temps, on va avoir, on sait, des étés beaucoup plus secs, beaucoup plus chauds, voire même des automnes plus secs et plus chauds, donc qui vont se prolonger. On va avoir plus d'évaporation, donc moins d'eau dans les sols, moins d'eau dans les nappes et les rivières. Et donc, on va devoir donc partager cette ressource en eau en été, là où justement on a les besoins les plus importants, notamment pour l'agriculture. Ça, c'est les projections pour l'évaporation. Et ces conséquences en cascade, les voici. Elles sont schématisées de manière très simple sur ce dessin. Là, on parle que des têtes de bassin versant. Les têtes de bassin versant, c'est le début du cycle de l'eau. C'est chez moi les montagnes. La baisse de l'enneigement et la fonte des glaciers va avoir un impact sur l'hydrologie des cours d'eau. Les cours d'eau, ils ont un régime glaciaire, ils vont évoluer vers un régime pluvial. Donc on va avoir moins d'eau en été, plus d'eau en hiver, et donc toute une série d'impacts en cascade sur le tourisme, sur l'agriculture, sur l'énergie, et tout ça, ça va profondément impacter notre économie. Un cas d'étude sur le Rhône, par exemple. Depuis 1970, on suit l'évolution de la thermie du Rhône et aussi de ses débits. Donc déjà, à la sortie du lac Léman, à Genève, le Rhône s'est réchauffé déjà de plus 2 degrés. Les débits ont déjà diminué de 7% en été, les débits d'étiage. Et plus on descend, évidemment, avec ces centrales nucléaires qui rejettent de l'eau plus chaude, on a une eau qui s'est déjà réchauffée de plus 4 degrés, 4,5, et pour 50% lié directement à l'activité nucléaire. Et on a une baisse du débit à l'étiage, donc les débits du Rhône en été, débit d'étiage qui risque encore de baisser avec les projections climatiques d'ici 30 ans. Je ne parle pas de 2100, je parle de 2050. Peut-être que certains d'entre vous seront encore là, mais moi je le serai, enfin je pense. Et évidemment, voilà, le Rhône va baisser et ça va poser la question de quelle énergie, quelle souveraineté énergétique on veut pour la France, et à la fois pour l'hydroélectricité et à la fois pour le nucléaire. Voilà, je crois que j'ai fait un peu moins que ce qui était prévu, mais ça laisse la place pour les questions. Merci pour votre attention. Merci. Je vais vous asseoir avec moi. Hop. Merci beaucoup à tous les trois pour vos keynotes. On va essayer de tisser un petit peu des liens entre vos 3 enjeux, climat, biodiversité, eau. D'abord, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez le sentiment que le grand public, que les entreprises qui sont ici cet après-midi ont enfin compris la hauteur du défi, parce que quand on entend vos 3 keynotes, on dit bien qu'il y a un sacré défi qui nous attend. Ou alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire dans la prise de conscience? Cédric Ringenbach, prendre le micro. Oui, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faut saluer les progrès qui ont été faits sur les sujets de sensibilisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises prennent du temps, comme vous le faites là, pour se former, écouter les experts, faire des fresques du climat, mais pas que. Et également, du côté du gouvernement, il y a des positions très fortes qui ont été prises depuis 1 an pour que les décideurs se forment sur les enjeux climat, environnement, biodiversité, eau, etc. Donc les choses progressent, mais on est encore, je trouve, moi, très très loin du compte, parce que l'indicateur qu'on devrait se donner pour savoir si on y est, c'est les actions qui en découlent. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'on a véritablement enclenché cette transition. Nous vivons toujours dans un monde dans lequel les émissions augmentent. Voilà. Et qui sont les publics les plus difficiles à convaincre, si on a un type de public? Je ne sais pas répondre à cette question parce que je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Il faut convaincre les gens. Après, il faut aussi qu'ils aient les moyens d'agir. Et on est tous bloqués par le fait qu'on est dans un écosystème, on est dans un écosystème économique. On dépend de fournisseurs, on dépend de législation, on dépend de clients, on dépend d'actionnaires, etc. Et on a toujours le sentiment qu'on pourrait faire ça, mais on ne peut pas parce que. Et donc il va falloir, malgré tout,
Se dire, moi j'ai un levier qui est celui-là, et puis se concentrer chacun sur un levier. Et puis faire confiance aussi sur le fait que d'autres personnes en ce moment ailleurs sont en train d'agir sur d'autres leviers. Et ce qui me bloque aujourd'hui, un jour ou l'autre, va finir par céder aussi, et on va pouvoir y arriver. Charles Descolonges, vous dites comment on agit sur la préservation des ressources en eau, par exemple. Vous dites attention, faut arrêter de mal s'adapter, de se mal adapter. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot-là exactement? La maladaptation au changement climatique appliqué au domaine de l'eau, c'est penser que toute chose égale par ailleurs, en fait, on aura toujours besoin d'eau pour nos usages économiques, agriculture, énergie, etc. Et donc, en fait, on ne va pas chercher vraiment à avoir une politique de sobriété des usages dans le sens, on va réduire nos prélèvements, mais on va essayer de continuer à prélever de l'eau à volume constant, voire en croissance, et donc chercher des solutions de stockage ou des solutions technologiques qui vont nous permettre de répondre à ces besoins en croissance. En fait, on ne va pas vraiment chercher à réduire ces besoins, mais vraiment plutôt à chercher des nouvelles ressources, qu'elles soient conventionnelles, d'autres ressources en eau souterraine, ou non conventionnelles, c'est-à-dire réutilisation des eaux usées traitées, dessalement de l'eau de mer, etc. etc. Il faut choisir le scénario, Cédric Rickenbach, le scénario sur lequel on veut se baser. Tout est une histoire de choix. Oui, il y a une histoire de choix et de ce à quoi on va croire, en fait. La seule façon de prédire l'avenir, c'est de le construire, c'est de le décider. Et il y a quelquefois des professions autoréalisatrices. Si on se met à tous avoir une image de l'avenir qui commence à se former, qui va dans une certaine direction, immanquablement, ça augmente la probabilité qu'on aille dans cette direction-là. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a besoin d'outils comme par exemple le plan de transformation de l'économie française qui a été rédigé par le Shift Project, qui est un scénario de décarbonation pour la France. Voilà. Je ne sais pas s'il se passera ça, voilà, j'en sais rien. Et je ne sais même pas si c'est le meilleur scénario possible. Simplement, il est suffisamment crédible, vu les experts qu'ils ont mis autour de la table pour y arriver, il est suffisamment crédible pour dire c'est un plan qui flotte. Et donc, on peut commencer à regarder ça. Et donc, des scénarios comme celui-là, il faut qu'on s'en saisisse. Il faut que les décideurs économiques et les décideurs politiques se disent « Bon, je décide, c'est une décision, je décide de caler ma stratégie, ma vision du futur sur ce scénario-là. Et je vais en tirer les conséquences pour la stratégie de mon entreprise. Quand on est un homme politique, une femme politique, on va décider qu'on va choisir des politiques climatiques qui sont basées également sur ce scénario, qui vont le permettre et qui vont également s'appuyer sur le fait que les autres acteurs, les entreprises et les citoyens sont prêts à ce qu'on aille vers ce scénario-là. On se regarde tous en champ de faïence, il faut qu'à un moment donné, on y aille. Et c'est vraiment de cet ordre-là. Voilà, le fait de commencer à croire à un scénario, ça va jouer. C'est exactement la même chose sur le prix du carbone. Si vous êtes un investisseur, je crois que ça va parler à quelques personnes ici, quand vous devez investir dans un projet qui consiste à décarboner quelque chose, donc que ce soit, comme on l'a vu tout à l'heure, suivant l'équation de Kaya, l'un ou l'autre des termes de l'équation, vous avez un projet comme ça, il ne sera rentable qu'à partir d'un certain prix du carbone. Il peut aussi être rentable tout de suite, ces cas-là, vous l'avez déjà fait normalement. Mais sinon, il sera rentable au bout d'un certain prix, à un certain niveau de prix du carbone. Eh bien, le fait de dire j'y vais pas, c'est décider de croire à une trajectoire de prix du carbone. Personne n'a une boule de cristal qui vous dira si on y arrivera ou pas. Et donc, c'est une décision politique très forte, enfin pas politique, managériale, c'est-à-dire de leader, de dire moi je décide qu'on va se caler sur cette trajectoire de prix du carbone. Et à partir de là, vous commencez à faire vos investissements en fonction de ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de prendre des décisions pour sauver la planète, vous êtes en train de prendre des décisions tout simplement pour faire votre business, pour faire correctement votre métier, pour des raisons business. Voilà. Et simplement, si on se met tous à prendre nos décisions sur des trajectoires de prix du carbone relativement élevées,
alors ça va déclencher, ça va débloquer énormément de choses, et notamment du côté du politique, qui pour l'instant est assez frileux pour mettre un prix sur le carbone. Ces politiques, quand on va aller les voir en leur disant « mais vous savez, là, vous êtes en retard, on attendait au moins 100 € la tonne de carbone aujourd'hui, et si on prend le rapport Kiné, 250 en 2030, 500 en 2040, et ainsi de suite. Et donc là, le politique, il va se dire « ah ok, donc désolé, je ne savais pas, vous êtes prêts, bah, allons-y ». Et donc il va pouvoir envoyer le signal prix. Et si on ne fait pas ça, on va continuer d'être bloqué dans ce triangle de l'inaction habituelle où bah, c'est pas ma faute, c'est les autres. Les entreprises disent que c'est la faute des politiques et des citoyens. Les citoyens disent que c'est la faute des politiques et des entreprises, et ainsi de suite, quoi. Alors, on a parlé tout à l'heure un peu de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Je me tourne vers l'économiste et je prends la leçon de Cédric. Je vais d'abord par la fin avec le mot compenser. Les mécanismes de compensation aujourd'hui, ils sont vraiment en train de changer, les mécanismes, hein. Alain Carcenti. De changer, je ne sais pas. C'est-à-dire que il y a une question qui monte, c'est ce qu'on appelle sur l'intégrité environnementale de ces mécanismes. C'est-à-dire que ils sont bien pratiques, ils sont finalement assez bien pratiques pour beaucoup d'entreprises, voire pour des citoyens, parce que au fond, je suis passé rapidement sur ce transparent, mais le premier rôle effectivement de la compensation, c'est de donner bonne conscience aux citoyens, de dire je peux aller passer mes vacances à Bali, c'est très embêtant parce que avec disons la fresque du climat, on commence à comprendre quel est aujourd'hui l'impact des comportements individuels, mais moi j'ai des tas d'amis qui font ça, enfin à Bali ou ailleurs, et qui me disent mais c'est pas grave, je vais compenser. Donc effectivement, ça permet de alors c'est pour ça que j'avais mis ces indulgences de l'Église catholique, hein, c'est-à-dire vous péchez, mais vous pouvez neutraliser, vous pouvez effacer effectivement votre problème. Donc ça, c'est le premier problème de la compensation. Après, il y a d'autres problèmes macroéconomiques. Hein, c'est que si c'est effectivement... Après, il y a tout un débat. Parce que ça peut être utile, la compensation, même si l'intégrité environnementale n'est pas complète. Par exemple, planter des arbres ou pour protéger des forêts, même si c'est temporaire, ça ne va pas régler le problème à long terme. Ça peut être intéressant d'avoir du stockage temporaire pour éviter de dépasser certaines limites de la planète. L'autre problème, c'est que plus on va faire de la compensation, moins probablement on va investir, on va s'enfermer dans des irréversibilités socio-technologiques qui font qu'après, ça sera très difficile d'en sortir. Disons que si on est techno-optimiste, on dit la compensation, ça permet de gagner du temps, en attendant que de nouvelles technologies qui vont nous permettre effectivement de faire pour beaucoup moins cher de décarboner l'économie. Si vous avez une perspective plus socio-économique, vous allez dire oui, mais plus on décale le moment de la transition, d'abord les comportements ne changent pas, premièrement, et deuxièmement, vous allez créer de l'irréversible parce que vous allez avoir des villes de plus en plus étalées, des besoins de transport, et une fois qu'on voudra changer, ce sera totalement impossible de pouvoir mettre par exemple des RER ou des trains. Voilà. Cédric Ringenbach, on a trop insisté sur la fin de l'équation, compenser, on a oublié un peu réduire et puis éviter. Oui, parce que en fait, Alain, si je peux me permettre, en fait, aujourd'hui, quand on compense, ça ne permet pas de baisser les émissions dans l'ampleur qu'il faut. Donc en fait, on peut compenser. Ça n'empêche pas du tout, par ailleurs, en plus de ça, de réduire ces émissions. Et sur chacun des termes de l'équation de Caillard. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'efficacité à se dire X € la tonne de CO2 évitée, donc sur la compensation, des chiffres assez bas pour certains projets, 3 €, 10 €, etc. Si en effet il y a la compensation qui peut être faite à ce prix-là, c'est pas cher du tout, 10 € la tonne, il faut les faire. Simplement, il ne faut pas que ce soit le moyen de racheter ces péchés, comme vous disiez, hein, les doléances, parce que ce serait, si on était sur un scénario 1,5 degré, un scénario 2 degrés, on pourrait utiliser cet argument, mais vu qu'on n'y est pas, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Les trois même. C'est-à-dire compenser, réduire et éviter. Ah oui, il y a plusieurs façons de réduire, c'est-à-dire on peut faire de l'efficacité, on peut ne pas consommer, voilà, on peut faire plusieurs tactiques. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, juste pour...
on parle beaucoup d'éviter réduire compenser. On n'a pas parlé de cette séquence-là qui existe en France sur les zones humides. Et on a à peu près le même constat, qui est de dire que cette séquence-là ne fonctionne pas pour préserver ces zones humides qui nous fournissent de nombreux services, notamment les puits de carbone, mais pas que, en termes de biodiversité et dans le rôle de l'eau. Donc aujourd'hui, il y a certaines règles qui existent, qui visent à dire si vous détruisez une zone humide, vous devez la compenser par 2 en termes de surface, mais ça ne marche pas. En fait, on se rend bien compte que les zones humides peinent à reprendre, que en fait, les aménageurs préfèrent compenser plutôt que d'éviter. Donc c'est un peu le même parallèle qu'on peut trouver avec la forêt. Donc c'est éviter la conclusion. Éviter. Ouais. Mais Alain Carcentis, quand on est économiste, alors on remet en cause toute l'économie si on dit éviter et réduire. C'est un débat philosophique. Vous avez 1 minute. Non, ça met en cause des modèles économiques particuliers, ça ne met pas en cause l'économie. Je crois que... Est-ce que vous êtes d'accord avec mon ami Serge Décroissant ? Non, parce que je pense effectivement que je pense qu'il y a des tas, on va devoir baisser de manière. De toute façon, on sera obligé de le faire parce qu'il y a des ressources finies sur les métaux critiques pour la transition, par exemple. J'écoutais récemment sur les réserves en cuivre qui sont en train de s'épuiser à une vitesse vraiment phénoménale avec la baisse de la densité de cuivre dans les terres, etc. Comme vu l'importance du cuivre dans la transition énergétique, de toute façon, on va se retrouver devant des éléments critiques. Donc il va y avoir des endroits, des secteurs dans lesquels la décroissance, notamment en termes de matériaux, en termes de métaux, sera absolument indispensable. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le PIB, ça dépend des indicateurs qu'on adopte. Il y a des services, etc. Il est tout à fait clair que quand on paye des enseignants, des médecins, etc., c'est-à-dire quand on investit dans un certain type effectivement de services publics ou privés, peu importe, mais qui sont, comme dirait Attali, c'est l'économie de la vie, disons, on peut faire de la croissance et disons, ça dépend des indicateurs qu'on prend. Voilà, donc tout dépend. Mais certainement, en termes de décroissance des matériaux, de l'énergie, etc., de toute façon, il va falloir le faire. Et si nous ne le faisons pas volontairement, si nous ne l'organisons pas, de toute manière, on va arriver sur un mur qui est très, très rapide, notamment, non seulement en termes de pétrole, ça a déjà été de pétrole, de gaz, etc., ça a déjà été bien documenté, mais je vous renvoie, j'étais il y a 2 jours à la présentation de Cyclope, effectivement, qui est la Bible des matières premières, sur les topos qui ont été faits sur la disponibilité en matériaux et avec l'augmentation des demandes en cuivre, en lithium, en nickel, etc., en cobalt, pour la transition énergétique, on ne voit absolument pas comment, effectivement, on va pouvoir le faire par rapport à l'épuisement des ressources. Donc là, on est devant un mur, de toute façon, on va devoir le faire. Charles Nicolas, il y a un mot-clé, c'est sobriété. Oui, et elle va de pair entre la sobriété énergétique et la sobriété hydrique. Là, on voit très clairement le scénario de la croissance verte qui va se tourner justement vers plus de métaux. Et c'est de l'eau qui est cachée aussi. Pour aller chercher des métaux, il faut aller chercher de l'eau. Il en faut beaucoup. Pour une tonne de terre rare, je crois que c'est 75 mètres cubes d'eau. Donc, en fait, la contraction physique va se faire sur toutes les ressources, y compris sur l'eau. Donc, la sobriété, elle est globale, elle est systémique. Et donc, plus on va parler d'économie décarbonée ou verte ou ce qu'on veut, on va parler aussi d'eau cachée. Et c'est pour ça que je parle de l'empreinte eau, parce que c'est quelque chose dont on finalement parle très peu, et c'est de l'eau qui ne vient pas de chez nous, qui vient des pays étrangers, mais qu'on va peut-être aussi réimporter, relocaliser en France, notamment dans le cadre des réouvertures de mines pour aller chercher du lithium. Donc ça, c'est pareil, le partage de la ressource en eau entre tous les usages déjà. Et puis, il y a plein de l'hydrogène aussi qui va être aussi pompé qui va mobiliser certaines ressources en eau. Donc, en fait, on se rend bien compte que l'équation énergétique et des matériaux et la biodiversité, elle va dépendre d'une seule et même ressource, c'est celle de l'eau, qui est en plus menacée par le changement climatique avec une modification du régime de précipitation, etc. Je veux bien rebondir là-dessus. Et je reviens à l'équation de Kayak qu'on a vue tout à l'heure, mais celle qui est modifiée, on a rajouté un terme. Parce qu'on a dit qu'on n'allait pas toucher au terme population, hein, on va tuer personne. Mais il reste donc 4 termes. Si on se focalise uniquement sur les 2 premiers termes qui sont décarboner l'énergie ou faire de l'efficacité énergétique, donc des choses qui sont plutôt autour des solutions technologiques, l'innovation, etc. Quand on est là-dedans,
on n'est pas forcément en train de préserver la biodiversité, les ressources en eau et encore plein d'autres sujets. Pas spécialement, voire pas du tout. Quand on est sur les termes suivants, intensification des usages, quitte à avoir produit un truc, on s'en sert le plus possible, donc on va avoir besoin d'en produire moins, ou alors de la véritable sobriété, je consomme moins, voilà, je consomme ce dont j'ai vraiment besoin. Là, on baisse l'ensemble des flux, on produit moins, on a besoin de moins produire. Et à partir de là, produire moins, ça veut dire que ça a un impact positif sur le changement climatique, mais c'est également a priori moins de ressources en eau, moins d'impact sur la biodiversité. Et donc il n'y a pas du tout une symétrie sur ces différents termes de l'équation de Kaya. Il y en a qui sont purement technologiques, on se dit que ça va marcher sur le papier, ça a l'air d'être bon, mais en vrai non, on flingue la nature sur d'autres plans. Et il y en a d'autres qui sont des solutions plus globales, qui, voilà, sobriété, intensification de l'usage. Là, on réduit vraiment les flux physiques et on joue sur l'ensemble des domaines. Il ne faut pas croire que l'innovation va nous sauver complètement. Exactement. Alain, vous vouliez rajouter ? Non, mais simplement, bon, moi je travaille beaucoup dans les pays en développement, hein, c'est notre mandat au CIRAD, donc là, la grande difficulté, c'est que la question de la sobriété et de ces transitions d'usage commence à se faire dans certains pays effectivement occidentaux, dans les pays du Nord, mais nous sommes de plus en plus minoritaires, notamment en termes de nombre et en termes peut-être d'usage. Par exemple, sur la question de la démographie, travaillant en Afrique sur la question de la démographie, accélérer la transition démographique par l'émancipation des femmes, leur entrée, effectivement, le fait qu'elles soient autonomes économiquement, c'est assez fondamental, par exemple, pour limiter la déforestation. Donc, si vous voulez, selon les pays où on est, on peut avoir effectivement un prisme et une entrée qui peut être différent. Très clairement, quand je travaille en République démocratique du Congo, où il y a un taux de croissance de la population de 3,3-3,4% annuel, ce qui est absolument, ça veut dire qu'elle double en 25 ans à peu près. Donc, on voit très très bien, effectivement, les conséquences que ça a. Donc, si on n'arrive pas, par exemple, à traiter ce problème qui est extrêmement complexe, hein, difficile à traiter, on aura de toute façon plus de déforestation, quelle que soit, de toute manière, avec le fait qu'on a des gens qui de toute façon aspirent à consommer plus parce qu'ils sont en sous-consommation. Donc voilà. Donc c'est effectivement toute la difficulté. Et bon, et sur l'usage de l'eau, je dirais que je disais récemment aussi quelque chose sur. Bon, on pense beaucoup, on dit pourquoi est-ce que les agriculteurs font pas du sorgho plutôt que du maïs qui consomme beaucoup d'eau. Effectivement, un agriculteur expliquait dans je ne sais plus quel journal, le sorgho, j'ai 2 fois moins de rendement et je vends 2 fois moins cher. Et comme j'ai des prêts auprès du Crédit Agricole, etc., je suis endetté, c'est absolument impossible que je fasse cette transition. Donc, si on n'investit pas massivement, avec y compris des systèmes, parce que pour moi, il n'y a pas que le prix du carbone. Je suis tout à fait convaincu que c'est une condition nécessaire. Mais si on ne crée pas, notamment pour, disons, alors pour les entreprises, c'est beaucoup plus important que pour les citoyens. Pour les citoyens, on a vu le problème. D'abord, on n'est pas capable de garantir des trajectoires sur les 10-20 ans prochaines années, parce qu'il y a des changements politiques, on est en démocratie, etc. Il y a des gilets jaunes, il y a un certain nombre de choses comme ça, donc on a vu. Donc, pour les anticipations, c'est pas terrible. Donc, il va falloir de toute façon créer des alternatives pour ces paysans, effectivement. Par exemple, il faudra peut-être le payer pour les services environnementaux qu'il rend, c'est-à-dire basculer les aides auprès sur les pratiques et non plus sur les hectares ou sur les volumes, etc. Bon, la FNSEA n'est pas tout à fait d'accord, mais voilà, vous demandiez est-ce qu'on peut convaincre. Voilà, là, on a effectivement un obstacle parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu une petite altercation avec Madame Lambert, l'ancienne présidente, là-dessus. C'était cette proposition, elle m'a répondu de manière très agressive. Et voilà, et donc il faut qu'on crée des alternatives. Et donc là, il va falloir investir massivement. Je crois que c'était d'ailleurs le Shift Project, je crois, qui avait effectivement étudié ça en disant la sobriété globalement c'est peut-être 15-20%, disons dans un pays comme la France, et le reste ça va être de l'investissement. Et donc l'investissement, bon, Pisani-Ferry dit aujourd'hui ça va être de l'endettement. Ça va être de l'endettement parce que de toute façon il va falloir désinvestir dans certains secteurs, mais ça suffira sans doute pas, il y aura des résistances, et donc il va falloir effectivement peut-être s'endetter, mais d'une manière intelligente pour la transition. C'était C44 qui avait fait ça, mais c'est des amis. Merci beaucoup. On va prendre des questions dans la salle. Il y a Alexis Oudeville, l'un des membres du comité ESG de CFA, qui va poser les questions. Et je crois d'ailleurs qu'il en a une. Il m'a fait signe. Oui, alors je vais circuler, mais avant, je vais poser la première question. Donc on voit qu'il y a des temporalités différentes entre les différents risques sur l'eau, sur le climat et la biodiversité. Est-ce qu'on doit traiter ces sujets par ordre d'urgence, de priorité, ou est-ce qu'on peut tout traiter? Est-ce qu'on doit tout traiter en même temps? Lequel de vous 3 va vouloir prendre la parole et va vouloir être prioritaire? Je dirais il n'y a pas d'ordre de priorité. En fait, il faut
dès l'instant qu'on prend le problème de manière systémique, on comprend qu'il faut agir sur tous les fronts et sur tous les données du problème. Donc, moi, je dirais, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de... Voilà. Mais par contre, il faut agir sur l'eau, sur les forêts, sur le climat, en même temps, parce que c'est complètement lié. Non, je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est vraiment la vision systémique qui est absolument importante. Quand on parlait de compensation avec les forêts, etc., ce qui me frappe souvent, c'est que les raisonnements ne sont pas systémiques. Mais même d'ailleurs, les systèmes d'aide européenne qui favorisent les pratiques ne sont pas systémiques. Par exemple, on a financé la plantation de haies pour des exploitations, sans regarder le fait que, du point de vue du reste de l'exploitation, certains exploitants touchaient des subventions parce qu'ils plantaient des haies, effectivement, mais ils intensifiaient en mettant des pesticides de manière absolument démesurée sur une autre partie de l'exploitation. Donc tous les indicateurs de biodiversité, effectivement, se sont effondrés. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, dans la plupart des cas, il faut penser, d'une part, penser système, et deuxièmement, regarder ce qu'on peut appeler les trade-offs. Je ne sais pas, en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent, les compromis, ou en tout cas les oppositions qui peuvent se faire. Il y en a souvent beaucoup, et la seule manière de les dépasser, c'est vraiment de penser système, et les équilibres entre biodiversité, carbone, etc., vont se faire selon les contextes. Où l'eau, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre du territoire, de ce que demandent les populations, etc., et il faudra regarder comme ça. Oui, je vais pas être très long pour compléter, mais il y a des chantiers qui vont être courts sur quelques mois, quelques années, et puis il y en a d'autres qui vont prendre quelques années ou quelques décennies. Eh bien, s'il y a des chantiers de plusieurs décennies, raison de plus pour démarrer rapidement. Merci. On va prendre les questions dans la salle. Lisbeth, levez la main. Il y en a déjà une ici. Merci beaucoup. Pardon. Oui, on prend en nom les facteurs que vous avez expliqués, les facteurs clés, et on fait un exercice où, en fait, vous êtes en 2070, les années 2070, vous regardez les 50 années qui viennent de s'écouler, qu'est-ce qui vous a surpris favorablement, qu'est-ce qui vous a surpris défavorablement, et finalement, qu'est-ce qui vous semble normal, finalement, par rapport à ce qui vient de se passer, sachant que vous êtes dans les années 2070. Donc vous leur demandez un exercice... En 2 minutes, 30 secondes. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre favorablement si vous étiez encore là en 2070 par rapport à ce que vous avez expliqué sur les facteurs. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ces genres de questions. Merci de la poser parce qu'elle permet d'ouvrir des imaginaires et des utopies qu'on pense inaccessibles. Moi, j'aime bien parler de notre assiette. De dire que j'aurai toujours à manger en fait dans mon assiette, je pourrais toujours donner à manger à mes enfants et que en plus de ça, on peut sortir dehors et respirer un air pur, observer la biodiversité qui est toujours là et en fait remercier les forêts, les océans d'être toujours en bon état. Donc voilà, je pense que favorablement on pourra le vivre bien en fait, simplement le bien vivre, c'est pour moi un objectif de réussite pour que tout le monde puisse avoir accès à de l'eau, à une assiette avec de l'alimentation, etc. Et la biodiversité qui est toujours existante et qu'on a réussi à régénérer. Alors, si je suis encore là en 2070, c'est pas moi qui donnerai à manger à mes enfants, c'est eux qui me donneront à manger. Et ça sera peut-être liquide, mais bon. Et ce sera peut-être liquide, exactement. C'est très compliqué à faire comme exercice. Mais ce qui m'aura surpris, je pense, c'est l'inventivité des humains pour résoudre les problèmes. Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas? Tout simplement parce qu'on n'est juste pas assez nombreux à s'y être mis. Et c'est quelque chose c'est une réflexion que je me fais de temps en temps. Je me dis que les gens qui ont vraiment pris la mesure, l'ampleur du problème, ils sont encore très nombreux aujourd'hui. Et les véritables solutions, les véritables idées les plus géniales qui vont arriver pour faire baisser ces émissions de CO2, se réorganiser, tout chambouler, etc., vont venir non pas de ceux qui ont déjà compris, mais de ceux qui n'ont pas encore compris le sujet, et pour une raison très simple et statistique, c'est qu'ils sont tellement plus nombreux que statistiquement, c'est eux qui vont les avoir, ces idées. Donc il faut avoir l'humilité de se dire ça. Et donc en 2070, j'aimerais bien me dire, waouh, ils ont été top, ceux qui ont pris la relève. Et j'aurais jamais imaginé qu'ils arrivent à faire ça. On va prendre une question. Voilà, madame. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question par rapport à votre ratio, lequel production sur besoin, c'est-à-dire mutualisation et augmentation de la durée de vie des objets.
Parce que dans les années 30, en fait, post-Première Guerre mondiale et crise, il y a eu l'invention d'un génie, c'est l'obsolescence programmée, ce qui permettait de baisser le prix de tout de 20%, mais de diviser par 2 la durée de vie. Et quand il y a une durée de vie de 10 ans et qu'on achète et que ça dure 5 ans, on ne s'en rend pas compte quand on achète. Et en fait, l'âge, on s'en rend compte pour les collants, c'est le sujet classique, mais moi pour mes jeans Levi's qui ont une durée de vie de 3 ans alors qu'avant c'était 15. Pour les voitures électriques, justement, où on dit que maintenant, on les recycle même plus parce que ça coûte plus cher de recycler la partie batterie par rapport à mettre à la casse. Est-ce que c'est pas justement moi, dans votre présentation, j'ai l'impression que c'est celui qui m'a le plus convaincu, il faut tout faire. La sobriété, clairement, ça on voit, on va tous baisser, arrêter de manger de la viande pour ceux qui n'aiment pas, etc. Mais les entreprises, finalement, qui produisent, quels seraient les effets de levier pour leur dire, voilà, on a bien rigolé, on a fait beaucoup de marge et beaucoup de volume, et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter, de doubler, de tripler, de quadrupler la durée de vie de ce que vous produisez? Et auquel cas, votre ratio, il est beau. Oui, alors vous avez raison qu'on a régressé sur ce terrain-là. L'obsolescence des objets, quelquefois, elle est programmée, mais je pense que c'est quand même assez rare. Je pense que les consommateurs, ils sont particulièrement responsables du fait qu'aujourd'hui, une machine à laver à 300 € et qui va durer très peu de temps, elle se vend mieux qu'une machine à laver à 600 € qui va durer 3 ou 4 fois plus longtemps, alors que si on faisait le calcul rationnellement, c'est celle-là qu'il faudrait choisir. Donc les consommateurs qui ne font pas ces calculs-là ont une forme de responsabilité. Maintenant, si vous êtes le banquier qui accorde le prêt à la consommation pour acheter telle ou telle machine et que vous lui dites non, celle-là à 300 €, je ne vous prête pas d'argent. Celle-là à 600 €, là oui, parce qu'elle va durer plus longtemps. Là, vous avez, vous, qui êtes un business et qui savez sortir un tableur Excel pour savoir qu'est-ce qui est le comportement le plus rationnel, vous avez la possibilité d'amener de la rationalité dans l'acte d'achat. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand ce n'est pas le consommateur qui est rationnel, c'est peut-être son banquier qui va l'être à sa place. Et puis ensuite, les entreprises, c'est vrai que ce n'est pas naturel pour elles d'aller vers des objets qui durent 2 fois plus longtemps ou plus. Mais avec l'économie de la fonctionnalité, si je me mets à vendre un usage au lieu de vendre un objet, là, je commence enfin à avoir un intérêt à ce que cet objet dure plus longtemps. Donc il y a des changements de business model profonds à faire dans l'économie pour pouvoir aller vers ça. C'est challengeant, c'est de l'innovation qui n'est pas l'innovation technologique, mais c'est de l'innovation de business model, de l'innovation organisationnelle. Mais si on veut, on peut. Je crois que c'est largement à notre portée. On va bien s'amuser. Oui, moi je voudrais compléter. Bon, il y a une rationalité de la pauvreté aussi. Je veux dire, acheter des objets plus chers, ça demande aussi la possibilité. Donc il y a une rationalité du portefeuille. Non, je pense que, bon, vous avez raison sur l'économie de la fonctionnalité. Je pense que c'est une chose, mais je pense que c'est pas forcément suffisant. J'ai pas vu les photocopieuses qui sont dans mon établissement et qui sont en location. Bon, je suis pas sûr qu'elles soient plus éco-conçues que les anciennes, mais bon, c'est à voir. Je pense que la question de l'éco-conception et du recyclage est tout à fait importante. Mais je pense que là, on a un instrument de politique publique qui n'est pas assez utilisé, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que, alors c'est plus compliqué, mais globalement, on peut avoir des indices de réparabilité, de recyclage des machines, des biens d'équipement, et on pourrait tout à fait moduler effectivement, soit la TVA, soit par exemple la TVA qui est une des principales taxes, selon le fait que ce qui est mis, le produit, et va avoir un impact plus ou moins important en termes de réparabilité, etc. Et je pense que jouer là-dessus, avec des systèmes de bonus-malus comme on l'a fait pour l'automobile, mais pour d'autres raisons, pour des raisons effectivement de consommation. Mais si on le faisait pour des raisons d'impact global, d'analyse du cycle de vie, de réparabilité, je pense qu'on aurait un formidable levier de politique publique qui est très très peu utilisé en France et assez peu en Europe d'ailleurs. Merci, on va prendre une toute dernière question. Alexis a le choix cornélien à faire. Qui va poser la dernière question? Merci, c'est gentil. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'ai juste une question. Quand je vous entends, on dirait qu'on a à peu près, on sait ce qui va se passer jusqu'en 2050, voire 2070. Et donc, à l'instar de ce qui s'est passé il y a 50 ans, il va y avoir des perdants et des gagnants. Et en fait, est-ce que vous ne croyez pas que l'adhésion au changement climatique, à ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a pas un discours de réalité sur telle catégorie de la population va être complètement disruptée
et donc va sombrer dans la pauvreté, tandis qu'une autre va s'enrichir. Et quelles sont les politiques publiques à mettre en place pour justement, finalement, essayer de rendre les gens moins pauvres, en tout cas plus riches, et profiter tous de cette transition énergétique et environnementale? Alors, je confirme qu'il y aura des perdants et des gagnants. C'est même écrit dans les rapports du GIEC. Et je trouve ça extrêmement puissant qu'ils aient écrit ça. Pourquoi ils l'ont écrit? Parce que si on n'est pas conscient... Alors, il y aura des perdants et des gagnants dans le cas d'un monde qui fait la transition. Alors, dans les deux cas, hein, dans un monde qui se prend le changement climatique dans la figure, il y aura des perdants et des gagnants. C'est-à-dire qu'il y en a plutôt que des perdants, mais il y en a qui vont perdre plus que d'autres. Et dans un monde qui fait la transition, il y aura également des perdants et des gagnants parce qu'on va changer les règles du jeu. Si on n'est pas conscient de ça, si on n'est pas prêt à accepter qu'il y a aussi des perdants, alors on ne changera jamais rien. Et ça, ce n'est pas possible. Donc il faut commencer par se le dire. Oui, il y aura des perdants. Maintenant, j'ai envie de ne pas en faire partie. Voilà. Donc j'ai envie, moi, d'être du bon côté, d'avoir anticipé, d'avoir investi dans la bonne direction, etc. Et évidemment qu'il faut avoir mis en place des politiques publiques dans lesquelles il y a plus de gagnants que de perdants. Et ça, c'est faisable. Oui, enfin, ça me fait. Bon, c'est effectivement la question qui était posée à Pisani Ferry, là justement, qu'on entend depuis 2 jours, qui dit c'est clair qu'il va falloir, il n'y aura pas de transition si on ne compense pas les perdants, si donc il n'y a pas une équité. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a celle que vous proposez. Bon, Pisani Ferry dit on n'échappera pas à effectivement des taxes, même temporaires, une taxation temporaire sur les 10% des patrimoines, effectivement, des gens les plus aisés dans la société. Je pense effectivement qu'on n'échappera pas à ce genre de choses, c'est-à-dire à une augmentation des prélèvements publics pour bien cibler, pour effectivement pouvoir compenser les perdants. Et notamment, si on veut avoir un prix du carbone plus élevé, il est très clair que si on ne veut pas se retrouver avec un mur de gilets jaunes, il va falloir ne pas faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de dire, bon, on fait des chèques, mais globalement, ça va servir à désendetter la France, ce qui est un objectif tout à fait légitime, mais il va falloir effectivement complètement compenser les gens de manière très ciblée, avec des chèques transport, des chèques énergie, etc., mais de bien montrer effectivement qu'on le fait, même parfois en surcompensant, parce que ça sera la seule condition d'équité, d'acceptabilité, sinon on n'y arrivera pas. Merci à tous les trois. On peut vous applaudir pour cette première table ronde. Je vous propose de faire une pause. Vous allez pouvoir discuter aussi avec les intervenants et puis vous allez pouvoir aussi échanger avec les membres du comité ESG de CFA Society France. Il y a Lénie qui est juste là. Je vais demander juste aux autres membres de se lever pour que vous les identifiez bien et que vous n'hésitiez pas à les voir au cours de ce coffee break. Et je vous propose qu'on se retrouve dans un gros quart d'heure pour la suite de notre après-midi. À tout de suite.